Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Andri Razawaingo, aka D12. On évoque notamment sa conférence au Motion de Nantes, ses inspirations, sa gestion du temps et son point de vue sur les NFT. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Salut Andri, comment tu vas? Ça va et toi? Enfin, je suis toujours en train de me réveiller là après mon jet lag de Vancouver, mais tout va bien. Ouais, ça s'est bien passé à Vancouver? C'était pour des petites vacances? Non, j'étais à Vancouver pour j'étais au SIGGRAPH, l'événement tech. Ok. Et j'étais invité par une entreprise là-bas pour présenter un produit qui sont en train de sortir et c'est un truc vraiment génial donc je pouvais pas dire non à ça. Ok, cool. Et donc, ouais, là, tu reviens tout pile aujourd'hui Ouais, je reviens tout pile aujourd'hui. Et je suis chez moi en train de préparer les prochains projets ou les trucs, les trucs en cours. Il y a des événements qui viennent, il y a des conférences, il y a un truc avec vous qui arrive bientôt. Oui, tout à fait. Bah, ceux qui écoutent le podcast ont la surprise du coup. Oui, effectivement, tu viens nous rendre visite à Strasbourg pour une petite conférence. On a trop hâte de voir ça. Merci en tout cas d'avoir accepté déjà notre invitation pour le podcast et pour venir à Strasbourg, ça nous fait trop plaisir. C'est trop cool. Ah ben merci, ça me fait plaisir aussi. Alors, est-ce que tu peux nous synthétiser rapidement un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Globalement. Ouais, alors globalement, je suis pas du tout passé par un cursus artistique. J'ai fait des études de maths et physique. Alors faut pas me redemander deuxième loi de la thermodynamique, j'ai tout oublié. Mais ouais, il y a des trucs qui me servent maintenant, la programmation, tout ça, parce que en fait, au milieu de mes études, je suis devenu développeur web. D'accord. Et ça, non plus, j'avais pas une formation pour ça en fait, mais c'est des trucs que j'ai appris à force de faire des sites au black pour des restos et des potes et tout. Ok. donc je suis devenu développeur web et mes bases en maths ont plutôt servi à ça pour la programmation et tout. Et le dessin, c'est un truc que je faisais à côté vraiment pour le fun mais à un moment où ça a commencé à me passionner de plus en plus, alors je passais de plus en plus de mon temps libre là-dedans. Et donc j'ai testé tous les logiciels possibles et toutes les techniques possibles aussi en traditionnel, le dessin, la peinture, des choses comme ça. Et j'ai commencé à poster mes travaux sur Instagram un peu par défi personnel. Je montrais ça juste à mes potes et puis ça a commencé à se faire connaître et à tourner jusqu'à arriver dans des milieux professionnels en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des projets pro. Ok. Ah ouais. Donc c'est vraiment venu comme ça, presque du jour au lendemain, quoi, que t'as pu professionnaliser tout ça entre guillemets. En fait, il y a quand même un an ou deux avant que je me lance entièrement là-dedans à plein temps, pendant que j'étais encore développeur web. Ouais. J'avais commencé déjà à publier des trucs et j'avais des dessins qui ont pas mal tourné sur internet parce que je faisais des trucs comiques en fait. Ok. Je faisais des mini bandes dessinées, juste des petites histoires en une case ou deux. D'accord. Mais ça avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais ça a permis de me faire une première base de gens assez fidèles qui suivaient ce que je fais. Et quand j'ai décidé de m'y mettre sérieusement, j'ai commencé à faire des trucs plus me concentrer sur l'illustration que sur les histoires comiques. Ok. Mais ça n'empêche que ça m'amuse toujours, quoi. J'ai encore plein d'histoires en tête maintenant que j'ai envie de publier des petites histoires à la con qui pourraient marcher en mini bande dessinée ou peut-être en truc animé, je sais pas encore.
Ah, trop cool. Et du coup, t'as commencé à mettre un peu de côté tout ce qui était maths petit à petit, quoi. Et à prendre plus de temps à faire tes dessins et tout ça. Ouais. Mais n'empêche, je m'en sers tout le temps maintenant, en fait. Les maths et la programmation, je m'en sers parce que maintenant, je bosse sur le logiciel Blender. Et là-dedans, on a une partie pour pouvoir faire des scripts et un peu de programmation. Ok. Et dans mon quotidien aussi, j'utilise pas mal de bouts de code, en fait, tout ce que j'ai gardé tout ce que je garde encore de mon ancien métier. Par exemple, je travaille sur du print. Parfois, je dois convertir des fichiers parce on utilise des profils de couleurs différents quand on doit imprimer ou pour bosser pour l'écran, tout ça. Ouais. Et j'ai ma liste de scripts pour automatiser tous ces trucs. Ok, trop bien. Quand je dois préparer une vidéo pour un format pour Instagram, un format pour Twitter. Bon, maintenant c'est le même format, mais il y a un moment où il fallait faire beaucoup de bidouilles. Ouais. Et donc j'avais mes scripts pour tout convertir pour les réseaux sociaux, pour faire les thumbnails, des trucs comme ça. D'accord, trop bien. Comme quoi, hein, Comme quoi. finalement, ça peut quand même servir. Ouais. En fait, faut se servir de tout ce qu'on a. C'est ma philosophie à moi, on va dire. Pour philosophie, c'est un grand mot, mais c'est ma manière de progresser, en fait, tout seul en tant qu'autodidacte. En fait, le fait de toujours tester un peu tout, de tout geeker, je pense que ça m'aide beaucoup à avoir les bons réflexes. Ouais, carrément. Et est-ce que tu te souviens du coup du premier client qui t'a demandé de faire une illustration ou une création graphique rémunérée? Oui, attends, j'essaie de me rappeler parce qu'il y a eu certains projets. Il y a eu les trucs pro, pas vraiment pro, les trucs un peu faussement pro. Là, je dis coucou aux potes. Là, c'est souvent les potes. C'est souvent les potes qui montent leur boîte ou qui commencent un truc et c'est toujours cool, mais ça paie très mal. J'avais fait des clips. Ok. Des clips pour tes potes et je suis assez content de ça. Mais je dirais, c'est bizarre parce que je sais pas où ça a commencé parce que à l'époque où j'étais développeur web, je faisais déjà des mini trucs par-ci par-là, même pour des professionnels qui me payaient au black. Et j'avais fait des clips aussi pour des potes parce que j'étais un peu dans la musique en même temps, donc j'ai fait des clips, mais c'était pas du tout dans le style de ce que je fais maintenant. Il y avait du montage photo, il y avait déjà un peu de 3D aussi. Et on va dire le premier client, une fois que j'ai quitté mon boulot et que je me suis mis à plein temps, je regarde ça, je suis en train de refaire le tour sur mon Instagram pour essayer de savoir où est-ce que c'est. Et effectivement, non, c'était pour un musicien, c'était pour un Allemand, ok, c'est là que ça me revient. C'est un mec qui fait de la techno, de l'électro, enfin, des trucs de Berlin, tu vois. Ok. Et il m'avait demandé de faire une animation pour une espèce de visualizer qu'ils appellent ça, tu vois, c'est comme une cover d'album animé. D'accord, ok. Et on voit un personnage qui joue aux jeux vidéo de profil. Ça date de 2019. Je crois que c'est ça, ouais. C'est le premier truc que j'ai fait professionnellement une fois que j'ai quitté une fois que je me suis mis là-dedans à plein temps. Ah, et il y a eu en même temps que ça, ok, c'était quasiment en même temps, mais c'est sorti beaucoup plus tôt. C'était une série pour c'est assez fou quand même, c'était un des premiers projets. C'était pour deux séries. L'une c'était pour un pote, une série qui est sortie sur OCS. Ok. Et l'autre pour un pote à lui, mais bon, c'était un type que je connaissais pas trop, donc je considère ça comme une vraie commande professionnelle. C'est une série qui est sortie sur OCS et j'ai fait le générique d'ouverture de la série. Ok, trop bien. Ouais, comment s'appelle cette série? La deuxième n'a pas été très connue, mais c'était assez drôle. Et le générique était vraiment sympa à faire. Et donc c'était entièrement dessiné, entièrement en dessin animé, quoi, le générique. Ok. Ouais, donc en fait c'est ultra récent quand même. Ça fait ouais, ça fait 3 ans à peu près, quoi. 3 ans à peu près. Ouais, parce que ouais, on va dire 3 ans, 4 ans le plus lointain, quoi. C'était en 2018, fin 2018 que le premier projet est sorti, décembre 2018. Ok. Et ouais, c'est super récent, mais en même temps, je faisais un peu ça dans l'ombre j'ai tellement fait de mini-projets dans l'ombre. J'ai même bossé sur des trucs pro qui sont sortis à la télé, sur des clips d'M6, des trucs comme ça, quoi.
Ok, trop bien. Mais ouais, c'est des trucs que j'ai fait vraiment le dimanche pour aider je sais pas qui. Euh, il y a des trucs sur lesquels je suis pas crédité, enfin plein de mini-projets. D'accord, d'accord. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est d'où vient le nom D12? Ah ouais. Eh ben, l'origine est vraiment super banale. Enfin, du coup, ça rend le truc drôle. En fait, déjà, ce que je dis aux artistes, c'est, je les félicite d'avoir trouvé un nom d'artiste parce que c'est un truc impossible. Tu mets des dessinateurs du 91 ou ta date de naissance, c'est toujours un truc qui finit par être très nul. Ouais, ouais. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu à choisir mon nom. C'est mes potes qui l'ont trouvé. Et en fait, c'est vraiment un surnom donné par des potes. D'accord. Parce que je m'appelle Andri. Ouais. Et en quelques années, ça s'est transformé en André, puis Dédé, et puis des 12. C'est un truc qui se fait souvent en France, de mettre Ouze sur les trucs, tu vois. Tu vois, tu peux t'appeler Charlie, on t'appelle Charlouze. Ouais, Enfin, carrément. c'est super nul comme origine de nom, du coup, mais en fait, au final, quand t'y penses pas, ça sonne plutôt bien. Ouais, carrément. Et quand j'avais fait mon Instagram, c'était pour me motiver moi-même et c'était pour les potes. Ouais. Donc c'était vraiment un compte Instagram perso. Donc ça vient vraiment du fait qu'il fallait un nom qui est pas utilisé sur les réseaux sociaux. Mm. Et je me suis dit bon, des 12 c'est pas pris, donc je prends des 12 et ça sonne bien. Et ironiquement, j'ai signé mes œuvres avec ça. Ok, donc tu l'as vraiment adapté, quoi. Tu te l'es approprié. Ouais, c'était un peu une vanne aussi au début pour dire regardez, je suis l'artiste des 12 et puis ça faisait marrer mes potes. et c'est devenu un vrai truc. Trop bien. Et comment on passe de... Ça, c'est une question qu'on a reçue de Mushi Motion. Ok. Comment tu passes de travailler pour le générique, pour une série de génériques sur OCS, et tu passes de ça à travailler pour YouTube, Google, Blender. Comment tu bâtis ton réseau à la base pour avoir ces gros clients-là? Alors ce que je dis aux gens, c'est un mélange de chance et de préparation en fait, parce que il y a une partie de chance, on tombe sur certaines personnes au bon moment, des choses comme ça. Il y a aussi des fois où on la provoque, c'est-à-dire on va chercher, on va envoyer des mails à gauche à droite et j'allais dire on va submitter. En fait, je commence à faire des conférences en anglais, du coup c'est agaçant parce que j'ai les mots qui viennent en anglais. En fait, je me suis forcé à parler en anglais pendant quelques mois, donc maintenant j'ai plus de mots en français. En fait, il y a pour mon cas, il y avait beaucoup de chance, mais beaucoup de préparation aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand on tombe sur les bonnes personnes, ça sert à rien si on n'a pas les bagages derrière. Mm-hmm. Donc en fait, j'ai passé quasiment toute ma vie à apprendre tous les trucs, tous les logiciels existants, à tester plein de techniques. Et en fait, en gros, j'ai même des choses que je sais faire plus ou moins, mais que je montre pas forcément, quoi. Ok. Donc s'il faut par exemple produire la bande son, je fais de la musique, je fais du piano. Je m'intéresse à plein de choses. Et ce qui fait que le jour où il y a quelqu'un qui me tombe dessus en me disant on a besoin de ça, ça fait que je suis capable de dire oui. Ok. La plupart du temps, il y a des fois où je peux pas du tout, mais je me dis, je pense que je sais où chercher et j'essaie de dire oui. Et je croise les doigts et je vais passer deux nuits blanches. D'accord. Mais ouais, et donc pour YouTube. Je crois qu'il y a le fait déjà que j'ai profité du lancement de l'outil Gris Massive de Blender. D'accord. Parce que en fait, c'est un truc qui est sorti. En fait, c'est sorti quasiment à l'époque où j'ai quitté mon travail, en fait. Ah yes, ok. C'était vers 2019 que c'est sorti cet outil. Enfin, ça existait déjà avant, mais c'était pas fait vraiment pour faire de l'animation. Ok. Et donc ils l'ont sorti. Et je me suis dit voilà, c'est un truc nouveau. D'accord. Et je vais essayer de me lancer là-dedans. Et surtout, je vais essayer de faire quelque chose que personne d'autre n'a fait. Enfin, il y en a qui l'ont fait, mais peut-être d'une manière un peu différente. Autrement, ouais. Mm. Ouais. Et je crois que le fait d'essayer de faire quelque chose de différent, ça c'est un truc que les gens finissent par remarquer sur Twitter, quoi. C'est Twitter, ça a beaucoup aidé, Twitter et Instagram. Et le fait que je suis allé dans la communauté Blender aussi, ça a beaucoup aidé. C'est une communauté qui est très active. C'est plein de gens qui sont très curieux.
Et quand tu arrives dans une communauté existante et que tu essaies d'apporter quelque chose de nouveau, les gens le remarquent forcément. Ils le remarquent, ouais, ok. Donc après c'est très difficile d'inventer un truc nouveau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de travaux de certaines personnes dont je fais partie. On a quelques artistes qui ont beaucoup geeké le logiciel et l'outil Gris Pencil. Et moi, je pense comme d'autres artistes, on s'est inspiré de d'autres personnes avant, quoi. Ouais. Donc moi aussi, je me suis inspiré de ce qu'il y avait, mais j'ai essayé de pousser le truc ailleurs. D'accord. Pour avoir un truc nouveau. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est fait remarquer. Et le truc donc il y a une part donc où il faut être prêt et où il faut avoir un gros truc aussi, quoi. Un truc à présenter qui se démarque. Ouais, carrément. Mais quand il y a une grosse multinationale comme ça qui vient te demander un projet et que c'est plus ou moins ton tout début de l'aventure professionnelle dans ce métier-là, est-ce que tu arrives directement à faire un devis cohérent ou comment ça s'est passé Non, je l'ai complètement raté, mon devis. En fait, je l'ai pas raté, mais j'ai pas du tout négocié, quoi. J'avais aucune idée en gros, une compagnie comme Google, tu t'imagines que c'est des milliards. Normalement, c'est des trucs que tu devrais chiffrer je sais pas, à 80 000 euros. Enfin, je sais pas, j'ai dit des trucs au hasard comme ça. J'étais largement loin, j'étais très loin de ça. Ok. Et j'ai pas du tout négocié mais au fait, il y a la peur, il y a cette peur qu'on a d'être trop payé. Des fois, on me propose de l'argent et je me dis mince, mais on me propose ça, j'ai jamais eu ça, vraiment, et donc je me chiffre en dessous. Et surtout, si jamais j'ai l'impression d'être trop payé, je travaille plus que ce qu'il faut, quoi. Ok, ouais, ok. Et donc, j'avais aucun bagage pour ça. Et donc, c'était vraiment, pour moi, j'étais content, mais c'était vraiment rien, quoi, pour une compagnie comme ça. Et l'avantage, par contre, c'est que j'avais complètement carte blanche là-dessus. Ah oui, d'accord. J'avais carte blanche au point même où c'est moi qui choisissais la deadline. Ah oui, ok. En fait, il n'y avait pas de deadline. En gros, ils m'ont dit on en a besoin Ils m'ont dit on a besoin un de ces jours dans pas trop longtemps si possible. Ok. Et ils m'ont dit tu fais ce que tu veux et je leur montre juste une première version. Et ce qui était cool, c'est que je sais pas si c'est vraiment parce que j'avais carte blanche ou c'est parce que je suis tombé pile dans ce qu'ils voulaient, mais dès les aperçus, ils m'ont dit c'est ok, vas-y. Ah oui, d'accord. Donc il y avait zéro retour. Le client donc, j'ai fait de rêve. Première version. Ouais, le client de rêve. Pas de retour, pas de deadline. Par contre, c'est ça le piège, c'est que pas de deadline pour un mec comme moi qui a peur de se rater et tout. J'ai mis, du coup, plusieurs mois à le faire. J'ai mis quasiment un an. D'accord, ok. Mais quasiment un an en bossant un petit peu par-ci par-là, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, en fait, j'avais tellement peur de rater que je m'arrêtais pendant des semaines en me disant, bon, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que tout va bien? Et puis, j'avançais un peu. Mais au final, c'est un truc que j'aurais pu faire en un mois. Enfin, après, c'est pas mal d'avoir aussi du recul, peut-être sur ce que t'as fait. Ça a peut-être mis en lumière quelques trucs que t'aurais pas vu si t'avais été dans le rush et non-stop dessus, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre montrer à un client à quel point on est efficace et super rapide, ouais. ou montrer qu'on est soigneux et qu'on est perfectionniste. Donc là, je voulais vraiment soigner le truc, mais sachant qu'au final, il y a des défauts de toute façon dedans, quoi, parce que, comme je disais, le temps de travail, c'est pas un an de temps de travail. En vrai, c'est vraiment quelques heures par-ci par-là. D'accord. Donc, il y a quand même des défauts, mais c'est juste un moment où il fallait que je me fasse violence et que je me dise, bon, je le rends parce que il faut que ça sorte un jour, quoi. Ouais, ok. C'est marrant. Ok, cool. Moi, je voulais revenir sur un point que tu as abordé dans ta conférence au Motion, là où une partie de l'équipe avait pu te rencontrer. Dans cette conférence, tu fais un peu le parallèle entre dans l'animation entre la 2D ou le mélange 2D 3D et la 3D pure avec Star Wars par exemple, où tu montres
C'est cet extrait avec des vaisseaux qui a vieilli hyper mal avec les années, quoi. Les tanks horribles oui, c'est je confonds l'attaque des clones et la menace fantôme, mais je crois que les gens voient la référence. Il y a un combat sur l'herbe. L'herbe, c'est un fond de Windows 98. Ouais. Et tu comparais un peu ça avec Porco Rosso de Ghibli. Et tu disais que ça avait été effectivement créé des années auparavant, mais ça a tellement mieux vieilli au final que même si la technologie a évolué, au final ça a très mal vieilli comparé à d'animation traditionnelle, quoi. Et moi je voulais avoir un peu quel est ton rapport à la durée de vie d'une œuvre? Est-ce que pour toi, c'est important qu'elle soit intemporelle ou au contraire qu'elle s'accroche à la période où elle a été créée? C'est une grande question parce que ça rejoint aussi une autre question de pourquoi est-ce que je crée et à quoi ça sert en fait. Je pense que c'est bien ça. J'ai vraiment envie que les choses durent, ce que je fais dure, et que, on va dire, pour les grandes œuvres, parce que des fois, je fais des petits trucs, des trucs un peu pour rigoler, des tests, comme je disais, je faisais des trucs comiques et je vais continuer à en refaire. Mm-hmm. Mais quand je fais un tableau enfin un tableau, je fais des scénettes animées maintenant, et j'essaie de faire un court-métrage animé. Et j'ai vraiment envie que ce que je fais, en fait, ça apporte une différence. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, je veux pas qu'on ait l'impression que si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait rien changé, en fait. Ok. Enfin, des fois, on crée des choses et on les crée. Ça m'arrive encore sur certaines œuvres que je fais. Ce n'est même pas que la qualité de me dire si j'avais pas fait ça, ça n'aurait rien changé ni aux gens ni à moi. Il y a certaines œuvres que j'ai faites où même si c'est pas parfait ou même si ça a vieilli, je me dis vraiment si le fait que j'ai sorti ça m'a révélé un truc à moi-même, ça m'a permis d'aller dans une certaine direction, dans une inspiration, et ça a peut-être inspiré des gens. Je me dis ça a été utile pour ça, quoi. Ouais, carrément. Oui, je pense que c'est aussi c'est aussi le cas pour les premiers effets spéciaux comme cette guerre-là dans le film Star Wars, où au final c'est une première étape qui va poser les bases d'une évolution qu'on connaît aujourd'hui avec des effets spéciaux toujours plus présents dans les films. Mais oui, c'est une étape, quoi. C'est des tests et pour voir là où on veut vraiment aller, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, je serais beaucoup plus exigeant sur un film ou des choses comme ça, parce que pour moi, c'est un peu vieux de dire ça, mais ça reste quand même le 7e art, c'est quand même un truc un peu magique, quoi, pour moi. Ouais. Et donc, un film, quand tu vois les grands films, des années 30 ou années 60, c'est des trucs, c'est vraiment des œuvres d'art. Et donc, quand on se dit qu'il y a un truc là-dedans qui a été fait, parce que je sens que même à l'époque où Star Wars a été fait, je pense que les gens pouvaient sentir qu'il y avait quelque chose de pas top. Ouais, tu penses, ouais. Je veux dire, je pense même pour l'époque, oui, parce que c'est sorti dans les années 2000. En fait, il y a eu Alien qui est sorti avant, il y a eu 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick qui est sorti beaucoup plus tôt. Et même le premier Star Wars, en fait, par rapport à rien que visuellement, je pense qu'ils se sont rendus compte. Ouais. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, c'est bizarre qu'ils aient sorti ça, quoi. Parce qu'il y a certains films où la 3D est pas bonne, et pourtant, on sait que il y a quand même un truc esthétique. Par exemple, le Tron, je sais pas comment on prononce Tron ou Tron, le tout premier. Oui, tout à fait, ouais. C'est entièrement fait sur ordinateur, c'est moche, c'est pixelisé, et pourtant, c'est moche. Enfin, c'est-à-dire, c'est obsolète techniquement, mais ça peut être toujours considéré comme une direction artistique parce que pour l'époque, c'était une prouesse, alors que, en fait, c'était impossible de faire ça autrement. En fait, s'ils avaient fait ça en filmant, ils n'auraient pas obtenu cet effet arcade. Ouais. Alors que l'attaque des clones, s'ils l'avaient fait avec des marionnettes, ça aurait rendu beaucoup mieux. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, carrément. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que je pense qu'ils devaient quand même se rendre compte qu'ils essayaient de faire un truc réaliste, alors qu'en fait, la réalité, il fallait juste utiliser la réalité. Enfin, même Terminator qui a été fait avant
avec un peu de stop motion et un peu de trucs sur ordinateur. Enfin, le T-1000 sur le Terminator 2 qui a été fait beaucoup plus tôt, il est beaucoup plus beau que le tank de Star Wars qui est sorti plus tard, quoi. C'est vrai, carrément. Et du coup, ouais, ça met effectivement en lumière l'importance un peu de la direction artistique, quoi. Que les choix artistiques, finalement, sont plus importants que la technologie et les logiciels qu'il y a derrière pour faire ça. Oui. En gros, ouais, donc je résume le sujet de ma conférence, c'est que je disais que la direction artistique, c'est beaucoup plus important que la technique. Enfin, même si après la technique sert pour la direction artistique, il faut vraiment partir de ça parce que, par exemple, là, Star Wars, l'idée de ce combat, c'était de faire un truc qui a l'air réel. Dans ce cas-là, si on n'est pas sûr de pouvoir faire ça avec une telle technique, il faut en utiliser une autre, quoi. Et donc, les dessins animés comme les Ghibli, ça vieillira jamais parce que dès le départ, la direction artistique, c'est de montrer que c'est vraiment dessiné à la main. C'est fait avec une seule ligne de stylo, de feutre pour les contours et 2-3 couleurs juste à l'intérieur, pas plus. Ils auraient pu faire plus, hein, parce qu'il y a des dessins animés qui sont faits vraiment à la peinture. Ça prend 1000 ans, mais c'est quand même possible. Mais ils se sont dit, on fait des couleurs, des aplats pour les personnages. Et une fois que cette direction est choisie, ça peut pas vieillir parce qu'on peut pas dire ouais, moi je fais mieux avec les stylos d'aujourd'hui. Tu peux pas. Enfin, un trait noir, ça reste un trait noir même avec un stylo de l'an 3000. Clairement. Oui. Et c'est ce que je disais à la conférence, c'est que tu peux pas rajouter des polygones dans Porco Rosso. Enfin, tu peux pas rajouter des traits en plus. C'est tout y est, quoi. Ok. Même si tu rajoutes un peu plus d'eau dans l'aquarelle, ça fait pas une meilleure aquarelle. Oui, c'est ça. Et alors que Star Wars, tu rajoutes plus de polygones, c'est un meilleur Star Wars. Ouais. Donc c'est pour ça que ça vieillit. Ok. Et ouais, c'est marrant parce que tu parlais effectivement des couleurs là, qui sont un petit peu limitées dans les dessins animés. Il y a Thibaut qui te demande comment t'es venu ton choix de palette avec ce bleu, ce rose et ce jaune qui domine. Alors, comment j'ai trouvé cette palette de couleurs? On m'a souvent posé la question et j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse. Et je suis même pas sûr si j'ai la vraie réponse, mais j'en ai une qui me semble plausible. Ouais. J'ai l'impression que j'ai eu une période où j'ai essayé de simplifier tout ce que je fais. Ok. Enfin, paradoxalement, j'essaie aussi de rendre mes trucs plus complexes en termes de contenu, de choix, de personnages et de scènes, tout ça. Mais dans le rendu, j'essaie de simplifier et il y a une période où j'ai commencé à retirer des couleurs. Enfin, j'ai été dans beaucoup de palettes entre des couleurs chaudes, froides, beaucoup de bleu, d'orange, toutes sortes de palettes de couleurs et j'ai commencé à retirer jusqu'à ce que je ne puisse plus rien retirer parce qu'à un moment je me suis dit bon, ce bleu là c'est bien, ça donne un peu de fraîcheur, mais il faut qu'il y ait un peu de lumière par-ci par-là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je garde le jaune et puis il y a le rose qui était un peu entre les deux et je me suis dit vraiment avec ces trois là, j'ai l'impression que je peux plus rien retirer, quoi. C'est toujours possible de faire un truc monochrome, en fait j'ai l'impression que je suis à la limite entre le monochrome et la couleur, en fait, avec ces trois couleurs. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi ces couleurs-là en particulier? Je sais pas si c'est vraiment le hasard ou si parce qu'au début, inconsciemment, j'avais envie d'aller vers ça. Et c'est un peu, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai peur de pas être vraiment dans le créatif, mais plutôt dans le défi, dans un défi technique. C'est-à-dire, des fois, je me dis, est-ce que je vais réussir à décrire une telle scène juste avec 3 couleurs? Après, il y a des gens qui disent que ça, c'est aussi une démarche artistique. C'est un peu flou, en fait, des fois, quand on se donne une contrainte technique comme départ pour une œuvre. Ouais. Ça paraît un peu paradoxal aussi tout à l'heure, parce que je disais que c'est la direction artistique qui compte. Voilà, c'est une grande question, c'est que la direction artistique, est-ce que ça peut être aussi au départ une contrainte? Ça peut être une contrainte technique aussi, ouais, de se dire on fait tout en noir et blanc et c'est une contrainte technique et une direction artistique en même temps, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai comment définir ça. C'est difficile à placer, ouais, c'est vrai. Ça va ensemble. Ouais, mais en gros, j'ai quand même d'autres palettes en fait que j'ai envie de sortir et je les garde dans un coin parce que je sais pas encore comment les incorporer en fait avec ce que je fais. Ah ok, d'accord. Si tu veux, je peux te parler de ma direction artistique en plus des couleurs. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà posé une question là-dessus, parce qu'il y a
En gros, il n'y a pas que les couleurs, mais il y a aussi le style en général, Ouais. la manière dont je dessine les traits, des choses comme ça. Bon, en fait, pour tomber sur ces couleurs-là, et aussi pour le style, le trait que j'ai, je suis parti je suis parti d'une méthode, je l'ai fait plutôt inconsciemment, mais j'avais des youtubeurs qui m'ont confirmé que c'est une bonne méthode pour trouver son style. C'est de réfléchir au genre qu'on a envie de raconter, genre comique, science-fiction, des choses comme ça. Ok. Ouais. Et ensuite réfléchir à des formes et à une ambiance. Et j'ai l'impression que cette palette de couleurs là et ce trait, ça peut coller sur tous les genres que j'aime, parce que j'aime bien raconter des histoires un peu bêtes, un peu drôles, et je faisais des bandes dessinées sur mes aventures amoureuses au début, au tout début. Ok. Et puis j'ai des phases de science-fiction et des phases un peu rétro, vintage. Ouais. J'essaie de reproduire un peu le style art nouveau, des choses comme ça. Et en fait, j'ai testé ça pendant quelques mois. Chez moi, dans mes carnets, j'ai cherché quel est le trait qui pourrait correspondre à tout ça en même temps, et quelle couleur correspond à tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que ce trait-là, ça marchait, parce que j'utilise ce même trait pour dessiner des petits pigeons comiques, ou des fois des personnages avec des robots, et de temps en temps des petites scènes de vie, comme les dessins que j'avais fait pour Google. Mm-hmm. Et je pense que peut-être un autre trait et d'autres couleurs, ça aurait marché aussi, mais vu que ça a marché, je me suis dit bon, ok, c'est la bonne direction pour ce que je veux faire en tout cas. Ok. Et comme ça, tu peux switcher selon ton mood et ce que tu veux Oui, faire oui. passer comme message, quoi. Tu peux un peu switcher d'ambiance et Ouais, tout ouais. ça, quoi. Je me suis dit ambiance. Par exemple, ce que je fais, ce style-là, ça marcherait pas pour de l'horreur, par exemple. Ouais. Ouais. Par exemple, ça, c'est un indice que je donne à des gens. Par exemple, si vous avez en plus comme genre l'horreur dans ce que vous avez envie de faire, ben, faut tester. Enfin, ça, c'est ma méthode. On n'est pas obligé de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment décider carrément de manière différente selon les genres. Ah, possible. Ouais, mais pour moi aussi, mon but aussi dans tout ça, c'est de devenir un meilleur dessinateur, en fait. Et donc, je me suis dit, le temps que je passe dans un genre ou un autre, il faut pas que ça me rende mauvais dans l'autre genre, quoi. Ok. C'est-à-dire que quand je dessine des petits pigeons qui font des trucs bêtes dans Paris, il faut que ça m'aide à progresser aussi dans mes thèmes de science-fiction. Ouais, d'accord. Donc je garde la même couleur, je garde le même trait, et j'avance un peu dans toutes les directions en même temps grâce à un style commun, quoi. Ah, c'est pas banal comme manière de penser son style. C'est intéressant de le voir comme ça et d'avoir cette adaptabilité un peu dans son style globalement, quoi. Trop cool. Ouais, c'est ma vision. Après, c'est pas dire qu'il faut faire comme ça. Il y a des gens qui disent qu'on peut vivre sans avoir un style de dessin, en fait, parce que il y a des gens qui ont peur de pas trouver leur style. Et moi, j'ai entendu des artistes qui m'ont dit, mais en fait, moi, je cherche pas un style, je dessine juste. C'est une autre manière de progresser en tant qu'artiste, quoi. Ok. Et oui, ça peut, comme tu disais, ça peut s'adapter même au support, quoi. Tu peux le faire sur du papier, tu peux le faire du coup dans Blender, tu peux le faire Oui, effectivement. de plein de manières différentes aussi, quoi. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de noter ça, mais c'est vrai que, comme tu dis, parce que en fait, je fais beaucoup de brouillons sur papier. Et oui, l'avantage de ce style, c'est que effectivement, j'ai pas des dégradés de malades qui sont impossibles à faire sur papier. Oui, il y a certaines personnes mais après ça rend bien. Des gens qui font des trucs qui marchent que sur ordi, ça rend bien aussi. Mais j'essaie de pas faire ça, en tout cas pas en ce moment sur ce que je fais. Ok. Et du coup, oui, tu l'as évoqué rapidement, mais tu travailles du coup avec Grease Pencil sur Blender, c'est ça? Oui, c'est l'outil Grease Pencil. Alors c'est terrible parce que comme c'est des mots qui ont l'air génériques, les gens se rendent pas compte. Des fois, je mets partout sur mon compte Instagram, sur mes posts, sur mes vidéos YouTube, drawing with Grease Pencil, with Blender. Et je sais pas si il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas, parce que là il y a
Juste hier, là, j'ai posté un truc sur Instagram et je mets exactement le nom de l'app que j'utilise dessus, qui est écrit en gros. Et j'ai reçu déjà 4 messages qui demandent quelle est l'app que tu utilises. Ah, yes. Et c'est terrible. C'est pour ça que je dis aux gens, mais il faut vraiment apprendre à apprendre tout seul. C'est un truc, c'est terrible parce que aujourd'hui, comme toutes les réponses sont partout, il y a des gens qui oublient des choses très évidentes comme si sur Google, il suffit que tu poses la question à Google et tu as la réponse. Ouais, c'est vrai. Avec les mots-clés qui existent, là, j'ai déjà donné les mots-clés. Et donc oui, j'utilise Grise Pencil. Et là, il y a une deuxième couche de difficulté parce que Grise Pencil, ouais, ça veut dire crayon gras. Et peut-être que pour les gens qui sont anglophones, ils ont l'impression que j'utilise un crayon. Ok. Et peut-être que ça embrouille, mais du coup, j'essaie de l'écrire avec... Peut-être qu'il faudrait que je mette le petit logo TM au-dessus, ou je sais pas quoi, trademark, ou copyright, pour que les gens comprennent que non, c'est pas un crayon, c'est vraiment un mot-clé. Et donc, c'est l'outil que j'utilise, ouais, et c'est vraiment... j'ai l'impression que ça a vraiment contribué à l'évolution de mon style, et au fait que je sois plus ou moins reconnu dans le milieu de l'illustration professionnelle, quoi. Ok. Et c'est vrai que tu l'abordes aussi dans la conférence, c'est que tout est dans le même logiciel, quoi. Il y a un gain de temps de folie parce que tu n'as pas besoin de passer par que ce soit Photoshop ou Illustrator et après Blender ou CAD. Tout est dans le même logiciel, quoi. Ouais, quand je crée, en fait, tu peux faire le brouillon là-dedans parce qu'il y a une partie où tu ouvres un canvas, ça y est, c'est reparti avec les anglicismes là. Il y a une feuille blanche en gros et tu commences à faire ton brouillon là-dessus et après bah tu tournes la caméra et en fait c'est en 3D et donc là tu commences à mettre des objets en 3D puis tu peins par-dessus et tout se passe dedans, l'animation, la peinture, le décor, la lumière, placement de caméra, changement de caméra, montage, on ajoute le son, enfin on peut faire un film entièrement là-dessus. On peut faire aussi d'autres trucs, on peut faire des mini trucs. Tu peux faire un mème tu peux exporter des gifs avec Blender. Tu prends un dessin, tu mets un texte par-dessus, tu fais un petit mouvement. Après, tu peux transformer ce mème en vidéo. Ça peut être des montages vidéo qui sont complètement graphiques aussi. On n'est pas forcément obligé de faire de la 3D. Ok. Il y a des trucs assez basiques d'After Effects qui sont possibles sur Blender. Ça va pas aussi loin parce que oui, After Effects c'est plus poussé sur le design. Il y a des formes et des choses comme ça. Mais si tu veux te prendre la tête, c'est possible d'avoir ça sur Blender. Ok. Je savais pas du tout ça. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait un logo pour un studio de production cinéma. Donc c'est un logo qui s'ouvre avec des effets de lumière et des masques et des choses comme ça. Et j'ai vraiment fait tout sur Blender. J'ai fait tous les masques, tous les effets, la composition, des choses comme ça. Ok, ah ouais. Ouais, je fais même des logos sur Blender. Même des logos sur Blender au final. Ouais, parce qu'en fait, ils ont un outil, je pense qu'il y a d'autres logiciels qui le font, mais leur outil de déformation est pas trop mal. Après, ça va pas jusqu'à ça n'a pas la puissance d'un Illustrator ou des choses comme ça avec des grilles très précises, mais quand t'as un logo à faire assez rapidement pour un pote et que t'as envie que ce soit propre, c'est possible. Parce que ça peut te sortir du vectorial aussi? Oui, pas au départ, mais oui, il y a un add-on qui a été fait. Attends, ouais, tu peux exporter des SVG en fait. D'accord, ok. De Blender. Très bien. Après, c'est pas tous les objets qui sortent en SVG. Faut commencer déjà. Enfin, il faut passer par quelques étapes, mais en gros, ce qui est génial, c'est que c'est un logiciel open source et si t'as besoin d'un truc, il y a des chances que quelqu'un d'autre en a eu besoin avant toi. Oui. Et comme la communauté, c'est des millions de personnes, en fait, il y a au moins une personne qui a pensé et qui l'a sûrement développé, quoi. Et donc, c'est vraiment la puissance de Blender. J'avais besoin, par exemple, l'autre fois j'avais un projet à faire en 4 jours pour faire un trailer qui survole la ville de Bordeaux. D'accord. Je me dis, comment je vais faire ça en 4 jours? Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible d'aspirer une carte Google Maps sur Blender? Et c'est possible. Ok, ah ouais. En fait, je me suis dit, mais en fait, quelqu'un d'autre a eu besoin de ça forcément avant moi, donc j'ai juste cherché. Et en fait, j'ai juste fait un truc qui survole la ville de Bordeaux et je l'ai importé sur Blender et j'ai rajouté des filtres de couleurs par-dessus. Ok, ah ouais. Trop bien. Ouais, c'est assez fou. Oui, donc c'est vachement et ouais, effectivement, vu qu'il y a la communauté est immense, tu peux avoir des petits outils qui peuvent se raccrocher
et puis de faciliter un peu la vie, quoi, sur certaines problématiques. Ouais, c'est ça. Il faut juste savoir poser les bonnes questions. Et là, l'anglais, ça aide bien. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, apprenez l'anglais, parce que juste quand on a une idée en tête, faut juste savoir poser la bonne question sur Google, et on a le truc très rapidement, quoi. Ok. Et donc, oui, je fais tout sur Blender, vraiment. Et des fois, peut-être c'est pas bien, parce que des fois, ça peut être juste une obsession. C'est juste pour pouvoir dire que j'ai tout fait sur Blender, des fois, mais bon, ça m'amuse. Ça m'amuse, des fois, tu peux même faire juste un montage audio sur Blender, en fait. Tu peux faire un projet sans image, et tu mets juste tes pistes de son dessus, et puis tu l'exportes. D'accord. Mais c'est fait sur Blender. C'est fait sur Blender. Juste pour dire, c'est fait sur Blender. Mais ouais, un peu dans... Il manquerait plus que tu puisses faire vraiment des jus de fruits dessus. Là, c'est vraiment... Ah, là, ce serait pas mal. J'avoue. À partir d'une image d'orange, hop, un petit jus frais, ce serait pas mal, j'avoue. Mais ça me fait penser, ouais, un peu dans le motion aussi, où il y a des artistes qui sont obsédés par les calques de forme, et du coup, ils vont tout te faire avec des calques de forme et simuler des rotations 3D, mais c'est que avec des calques de forme. C'est assez fou, quoi. Oui, je vois très bien. Oui, je vois très bien. En fait, oui, des fois, je pense que c'est valable aussi sur d'autres logiciels comme After Effects, mais ce qui est bien avec Blender, c'est que il y a différentes méthodes qui sont possibles. C'est-à-dire que à partir du moment où tu aimes bien le logiciel, tu peux faire du dessin image par image à la main. Parce que des fois, je dis à des gens, ouais, c'est très très bien ce que vous avez fait avec des calques et tout ça, mais c'est vrai que si vous l'avez fait à la main, ça aurait été possible beaucoup plus rapide. Et donc sur Blender, tu peux faire des formes, pas de la meilleure manière que sur After Effects, mais c'est possible. Tu peux faire des masques et tu peux faire du dessin à la main, donc tu as le gris facile. Donc du dessin tradi image par image. Et par-dessus ça, tu peux faire de la 3D. Donc en fait, t'as pas vraiment d'excuses en te disant, ouais, mes logiciels me limitent à ça, donc je suis obligé de faire comme ça. En fait, tu peux vraiment faire différentes choses dedans, quoi. Ok. Parce que ouais, pareil, dans ta conférence, tu nous montres que tu prends en exemple la petite vidéo avec le motard et la fille qui est derrière, et tu changes juste l'angle de la caméra, et on voit bien que c'est des calques 2D qui sont un peu placés pour rendre l'illusion que tout est connecté au final. Ouais. Et moi, je me demandais du coup à quel point tu utilises de la modélisation 3D dans ce que tu fais, parce qu'il y en a quand même un petit peu, j'imagine. Ouais, ben ça fait partie des questions que je me pose aussi pour mes prochaines œuvres, parce que en fait, comme je connais à peu près les deux techniques et que je suis plus ou moins bon dans les deux, mais pas complètement. Ce que je dis aux gens, c'est que je suis pas du tout animateur, je suis pas du tout un modeleur 3D. Je sais pas comment on dit ça, mais je suis pas un expert de la 3D ni de la 2D, mais je sais un petit peu de tout. Donc j'utilise ça à mon avantage en combinant les trucs. Ouais. Et donc ce que je fais, c'est que je sais que j'aime bien dessiner des personnages. Donc ça, ce sera toujours un truc où j'essaierai de les faire toujours en priorité en 2D, parce que c'est vraiment le truc qui m'amuse, c'est de dessiner des têtes, des expressions, des poses. J'essaie encore de m'améliorer là-dessus, mais j'essaie de faire surtout ça en dessin. Le décor, j'essaie de le faire surtout en 3D, parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait. Parce qu'au final, on a souvent des changements d'angle de vue. Ouais. Et à la limite, quand on change d'angle de vue, le personnage, il peut tourner aussi, alors que le décor, tu peux pas le tourner une fois qu'il est calé dans un certain angle, oui. Et j'essaie de faire l'équilibre entre les deux. Et surtout quand le mouvement de caméra est simple, par contre, j'essaie de faire le minimum de détails en 3D. Parce que ça, c'est un détail, c'est un problème qu'on a souvent quand on fait de la 3D, c'est qu'on a envie de tout modéliser. Juste par obsession, de se dire, ouais, il faut que ce soit correct par-ci, par-là, dans tous les angles, alors qu'au final, c'est juste filmé depuis un angle, et le truc dure 8 secondes. Oui. Et là, on se dit, c'est encore un équilibre que j'essaie de trouver, en fait. Parfois même, en fait, je me bats avec moi-même des fois pour ne pas forcément utiliser de la 3D, parce qu'il y a des œuvres que j'avais faites dans le passé. J'avais fait un clip et je suis pas forcément fier de ce clip, parce que j'ai passé des heures sur certaines scènes que je trouve maintenant beaucoup plus moches que d'autres scènes qui m'ont pris 1 heure avec juste de la 2D. Ok.
C'est-à-dire, il y a certaines scènes où je me suis dit, bon, là, peut-être que je vais pas faire de rotation pour une fois. Parce que le problème de la 3D, c'est qu'on se dit, bon, vu qu'on peut faire un truc de fou, ben on veut forcément faire un truc de fou. On va faire, je sais pas, un vol de mouche autour d'une table parce qu'on peut le faire. Mais en fait, esthétiquement, si ça sert à rien, ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc j'ai certaines scènes où t'as juste un mouvement latéral de caméra tout bête et 3 calques avec un parallaxe vraiment tout bête, et c'est des trucs que j'ai dessinés en 1 heure par rapport à d'autres scènes qui m'ont pris 3 jours à faire. Et en fait, le petit truc en 1 heure, il est beaucoup plus beau au final. Ok. Et là, donc je me dis, donc là c'est la critique que je fais moi-même dans la conférence, c'est que là à l'époque je la respectais pas parce que je voulais absolument que ce soit techniquement ouf avant la DA. Donc maintenant oui, ça le truc, la scène de la moto que j'avais montré à ma conférence, c'est un hommage au jeu vidéo Shenmue sur Dreamcast. Il y a une scène où il y a le héros qui part en moto et il y a une fille qui est à l'arrière. Et je voulais le filmer juste de face, avec un très léger mouvement de caméra, juste pour dire que j'ai quand même bossé sur la 3D, mais je voulais pas trop montrer ça, je voulais juste que ce soit joli, quoi. Ok. Donc j'ai fait le minimum, j'ai vraiment fait un mouvement très très léger de caméra. Ouais. Et dans ce cas-là, la 2D a beaucoup servi parce que ouais, c'est beaucoup de couches 2D pour les personnages. Ouais, c'était marrant de voir comment c'était construit ce truc-là. Ouais, ce qui est fou, ce qui est fou, c'est qu'au final, on a l'impression que c'est une scène hyper complexe. Comme quoi, en fait, ouais, il fallait dès le départ choisir l'effet qu'on voulait. Des fois, un très léger mouvement, ça rend déjà un truc très bien, quoi. Ça montre un peu de 3D. Et du coup, on n'est pas obligé de forcément utiliser tout en 3D. C'est ça. Oui, parce que tu parlais aussi de ça, du fait que effectivement, quand tu as une scène full 3D et que tu apprends une technique sur le reflet de l'eau ou quoi, bah hop, tu peux adapter ton eau et sur toutes tes scènes, l'eau, elle réfléchira mieux tout son environnement. Mais dans la 2D, ça, effectivement, c'est pas possible. Donc, j'imagine qu'il y a une part de pré-production qui est plus importante. Effectivement, de voir ton bon angle de caméra, j'imagine. Tout ça, ça doit être pensé plus concrètement, j'imagine, à l'avance, non? Ouais, dès le départ. Alors, je réfléchis quand même à la composition au départ, sans penser à la technique avant. Ok. C'est-à-dire, je commence par composer l'image en me disant, voilà, il y aura tel personnage ici, telle scène filmée de tel angle. Et après, c'est vrai que je suis à un point où je me rends pas forcément compte si inconsciemment, j'ai déjà intégré les contraintes techniques en fait en faisant ça. C'est assez difficile quand on est technicien et DA en même temps, parce que ouais, je crois que ça m'arrive des fois inconsciemment quand je fais une DA, je me dis mais ça c'est impossible donc je le fais pas. Ok, je vois. Mais j'essaie de pas le faire en fait. J'ai l'impression quand même inconsciemment on le fait. C'est-à-dire je sais que si j'ai besoin de faire un reflet dans l'eau, et la partie en 2D pour le moment, parce que ça c'est un truc qui est en train d'évoluer sur Blender, c'est qu'il commence à en gros pour le moment la couche grise pencil sur Blender, c'est un peu de la triche, c'est vraiment une partie qui est dessinée et le logiciel fait la composition automatiquement pour toi en fait. C'est-à-dire que le logiciel arrive à reconnaître qu'est-ce qui est derrière ton dessin, il fait son rendu avant. Ensuite, il rajoute le rendu de ton dessin par-dessus et il reconnaît quels sont les objets qui sont censés être devant. Et donc, il fait tout le travail de composition. Mais l'évolution future de Gris Pencil, c'est qu'ils veulent vraiment l'intégrer, de faire en sorte que quand tu dessines, tu génères, sans le voir, tu génères un truc en 3D, même si ça reste plat. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, il y a vraiment une interaction avec les ombres, les reflets, des choses comme ça. Ok. Donc parce que pour le moment, les ombres et les reflets, tu dois les faire toi-même sur Gris Pencil. Mais du coup, ça fait une contrainte assez rigolote quand même. Par exemple, quand je dois dessiner un personnage qui est proche de l'eau, je dois le dupliquer et faire son inverse sous l'eau. Ouais. D'accord, ouais. Mais du coup, ça fait une contrainte technique, du coup, qui fait que ton sol est vraiment vide. Ah, oui. C'est-à-dire que si t'as des bâtiments à l'horizon, en fait, il faut que les bâtiments s'arrêtent au niveau de la mer. Ok. Et que tu dois faire en sorte que l'angle de caméra ne montre pas que les bâtiments s'arrêtent. Oh, finesse, d'accord, ouais, je vois. Mais ça fait une contrainte assez rigolote, c'est que du coup, et ça me force aussi des fois à faire des reflets qui ressemblent pas forcément à ce qui est au-dessus. Du coup, ça rend le truc marrant, c'est que il y a une des scènes,
Je sais pas si la scène est visible entièrement. Je crois que c'est déjà trouvable sur Google. À la limite, je l'uploaderai bientôt, mais il y a des scènes où j'ai vraiment des gros reflets de flaques d'eau au sol. Ok. Et on voit. Et là, c'est un mélange de contraintes techniques et ça, c'est un cas où, du coup, j'avais la contrainte technique en tête quand j'ai fait la composition, mais le reflet ne ressemble pas du tout à ce qui est dehors. D'accord. Et ça, c'est quand même un truc assez esthétique, c'est parce qu'on comprend que c'est une version un peu simplifiée, en fait. Mhm. Et du coup, ça donne l'impression que c'est une direction artistique. On a l'impression que j'ai juste fait, tu sais, une flaque dessinée au pinceau, rapidement, quoi. Ok, ouais, je vois, trop bien. Ouais. Donc j'ai un dessin qui est très détaillé au-dessus, et dans l'eau, j'ai le même dessin, mais il manque la moitié des trucs, et c'est mal dessiné, et ça rend plutôt bien, mais c'est un peu inconsciemment dans ma tête, c'est parce qu'il y avait une contrainte technique aussi. Ouais, d'accord. Et celui-là, il va être posté bientôt, du coup, c'est ça? Ouais, en fait, je pourrais le poster, mais j'essaie de trouver je sais pas. En principe, j'ai l'autorisation pour le poster. Je vais confirmer par email. Ils sont pas vraiment chiants chez YouTube. Normalement, j'ai besoin, tant que je poste les trucs sur YouTube, ça, normalement, j'aurai le droit de le faire. Ok. Faudra juste que je l'édite parce que c'est une vidéo de 10 minutes, en fait. C'est un des comptes à rebours qui va être utilisé pour les vidéos premières. Ouais. D'accord. Je vois. Ok, bah je pense que ouais, de toute façon, d'ici la sortie du podcast, ce sera certainement Ouais, sorti, donc on mettra le lien dans la description de Ouais, l'épisode. ouais, faut voir sur mon compte, dans les dernières vidéos, les vidéos que je mets en pin à la une. Et puis il y aura toujours une version un peu plus longue sur mon YouTube. Ok, Donc ça s'appelle le countdown, c'est le compte à rebours d'accord, pour les vidéos premières. ça marche. Moi, j'aimerais bien parler un peu de, de ton approche musicale, ou en tout cas du son dans tes créations, parce qu'effectivement, je sens que tu as un peu la culture du do-it-yourself et tu t'aimes bien, comme tu J'aime le bien faire disais, ouais, t'aimes bien toucher à tout, quoi. Ouais, il y a pas mal de projets pro et perso où j'ai fait le son. Et je crois que le son, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Parce que déjà, ça donne le sens du rythme. Mm. Je connais pas mal de monteurs qui sont musiciens, en fait. Ok, Et enfin, pas mal. Enfin, pas beaucoup, mais on va dire dans le peu que je connais, ils sont presque tous musiciens. d'accord. Et en fait, ils comprennent des trucs que moi je comprends aussi, qu'on peut pas forcément formuler. Ça se trouve, quand tu fais des études, il y a des études qui expliquent, voilà, une telle scène doit pas durer X secondes et qu'un cut doit se faire comme ceci, comme cela. Mais il y a des gens qui l'ont naturellement, sans pouvoir forcément l'expliquer. Et je pense que la musique, ça aide beaucoup pour ça. Et ouais, je bosse beaucoup avec du son. Par exemple, je fais beaucoup de making-of de mes travaux. Mhm. Je me filme en train de dessiner. Et en fait, naturellement, j'ai eu envie de caler ça sur des musiques, quoi. Ok, Donc, t'as un rythme, t'as un refrain qui arrive avec le résultat final qui arrive en même temps que le refrain. C'est des trucs qui sont un peu logiques quand tu bosses beaucoup avec de la musique. ok. Et donc dans certains cas, quand j'ai la possibilité de le faire, j'essaie de composer la musique moi-même. Oui. Par exemple, pour ce truc-là, pour la scène de la moto, là, pour Shenmue, c'est une musique que j'ai composée qui est inspirée de la musique du jeu vidéo Shenmue. D'accord, ok. Et du coup, t'as du matos, t'as un synthé chez toi, Ouais, c'est ouais. ça? J'ai des matos, j'ai des trucs qui se sont cassés, malheureusement, qu'il faut que je répare ou que je remplace. Mais alors il y a pas mal d'instruments virtuels. Sinon, j'utilise le synthé. C'est un micro Korg. C'est un Korg des années début 2000 qui est assez connu. Ok. Et il fait des sons rigolos. C'est vraiment des sons, les sons vintage, un peu entre 80 et 90. Mm. Et puis j'ai un piano, et je compose beaucoup sur mon piano chez moi. D'accord. Mais je suis encore en train de chercher c'est un truc qu'on dit souvent, je suis en train de chercher mon son encore, quoi. C'est un peu comme mon style de dessin. J'ai pas encore mon son. Ouais, tu penses pas que parce qu'il y a quand même déjà une ambiance qui est assez reconnaissable. C'est un peu, c'est très planant en tout cas. Ouais, c'est vrai. En fait,
c'est très plein. En fait, j'aime beaucoup de choses différentes et un peu. Je crois que j'essaie d'appliquer. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais j'essaie d'appliquer la même méthode que j'ai utilisée pour trouver mon style de dessin, c'est-à-dire d'essayer de penser à tous les genres que j'aime et trouver le style qui pourrait marcher avec tous ces genres. Ok. Par exemple, dans le dessin, j'ai réussi à faire un truc qui colle sur mes dessins comiques et la science-fiction et les trucs vintage. Et je me dis, est-ce que je suis capable de trouver la même chose musicalement? Et j'essaie d'y aller, j'ai pas encore vraiment trouvé. Donc je suis entre les musiques de Ennio Morricone et la pop des années 80 et l'électro et le rock. Je sais pas encore. Je suis encore en train de chercher. Et du coup, ouais, je poste des mini trucs, mais j'ose pas les poster parce que, en fait, j'ai pas la même approche en musique qu'en dessin. C'est que dans un dessin, quand je mets un truc sur Internet, et des fois après ça se perd un peu au bout de quelques années. Alors que mes musiques, comme j'en ai encore très très peu, aujourd'hui, il suffit que tu tapes mon nom sur Spotify et t'as tout qui sort d'un coup et tu risques d'avoir des trucs incohérents. Ah oui. Et donc c'est pour ça que j'ose pas mettre des trucs sur Spotify. J'ai un morceau sur Spotify et je l'écoute pas vraiment non plus parce que c'est un genre, quoi. C'est pas vraiment toutes les choses que j'aime qui sont dans ce morceau. Bon, je pense que c'est impossible, mais ouais, du coup, j'ose pas mettre des trucs en ligne encore parce que je suis encore en train d'expérimenter. Ouais, tu expérimentes, ouais, c'est ça. Ok. Et je vois que je suis tombé tout à l'heure sur la vidéo justement des petits pigeons qui sont dans l'avion là. C'était juste avant que tu partes en vacances. Ah ouais. Et où t'as fait aussi le sound design. Oui, j'ai fait le sound design. Attends, je le réécoute rapidement parce que ça fait partie des petits trucs tout bêtes que je fais et qui sont. Attends, je dirais pas que j'en suis pas fier, mais je veux dire, c'est pas l'œuvre de ma vie, quoi. J'ai pas fait ça pour la postérité. C'était vraiment pour le fun sur cette vidéo. Donc, en fait, je fais beaucoup de choses comme ça, mais du coup, je veux pas poster ça sur Spotify parce que j'ai pas envie qu'on m'identifie forcément à toutes les mini bêtises que je fais. Le truc est vraiment composé en 2 heures, quoi, max. Ok. C'est genre, je réfléchis à un truc, je fais une première version, après j'essaie de me reposer un peu dessus, de pas l'écouter, de réécouter, je me dis bon c'est pas trop mal, et puis je fais quelques modifications. Et attends, je écoute rapidement ça. Ah oui, c'est de la bossa nova. Ça fait partie des trucs. Ça fait partie des genres que j'aime bien, et les voix je les ai enregistrées moi-même aussi. C'est moi qui fais. Enfin, là j'ai pas la voix pour le faire, mais. Et c'était pour un workshop, du coup, c'est ça C'était c'est parce que j'ai des stagiaires en ce moment, c'est assez fou. Et je me dis autant qu'on fasse des trucs marrants parce qu'en fait pendant que je fais des trucs, des commandes pour des pros, il y a mes réseaux sociaux qui sont au point mort. Et ça c'est un truc que j'essaie de pas faire parce que je connais beaucoup de gens qui postaient beaucoup de leurs travaux sur Internet. Et je trouve ça super inspirant, mais à partir du moment où ils ont été embauchés par des grosses productions, bah moi je suis plutôt content pour ces gens-là, pour ces artistes, mais du coup c'est dommage pour nous parce qu'on n'a plus rien sur Internet de ce qu'ils font. Ah oui, ok, ouais, je vois. Et ouais, donc là j'ai envie de poster des trucs rigolos en même temps que je fais des commandes, et donc ça c'était une occasion pour faire ça, quoi. D'accord, ouais, c'est cool. Et du coup ça prend est-ce que tu essayes d'apporter une petite touche sonore à chacun de tes projets? Est-ce que c'est un truc que tu veux pousser ou pas spécialement? C'est selon ton inspiration? Comment ça se passe? Ça fait partie des grands projets. J'ai plein de projets. C'est terrible parce que ce que j'arrête pas de dire quand on me parle de mes futurs projets, des choses que j'ai envie de pousser, je dis aux gens, j'ai plein de projets, mais j'arrive pas à avancer dessus parce que je suis tout le temps invité à des conférences où on me demande de parler de mes projets. Ah oui, ok. Et donc, en fait, je passe plus de temps à raconter ce que je fais qu'à le faire. Mais bon, ça me dérange pas. Enfin là, du coup, c'est là où je suis en train de parler de ce que je fais, mais c'est un peu une excuse aussi, mais parce que en fait, ça me stresse beaucoup de préparer des conférences, donc j'avance pas énormément. Mais donc le son, c'est un truc que j'ai vraiment envie de pousser. Je sais pas encore où. Par exemple, je suis un grand fan de vieilles comédies musicales. D'accord. Et tu sais où tu sais les clips à histoire, les chansons qui s'enchaînent avec des petites histoires, les trucs de Daft Punk. Ouais, carrément. Par exemple, là, les fameux clips de Daft Punk qui ont été réalisés par le japonais
Enfin, c'est un grand réalisateur japonais qui a bossé dessus. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je sais pas où, quand, comment. Ce serait toujours possible de le faire. En fait, je pourrais tout arrêter et juste me lancer là-dedans. Mais c'est très difficile de lancer dans des projets personnels comme ça quand j'ai des commandes très intéressantes par des gros clients, en fait. Des fois, je me dis, si je leur dis non maintenant, est-ce que j'aurai une autre occasion plus tard? Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et pourtant, je sais au fond de moi que si je me lance à fond dans un projet personnel, je pense que ce sera toujours un peu mieux que ce que je fais pour les autres. Au fond, quand on aime vraiment un truc, quand on s'y met à fond. Enfin, pour moi, c'est mon cas, c'est quand je fais un truc, Google, c'est vraiment le bon exemple parce qu'il m'avait donné complètement carte blanche, donc c'est un truc dont je suis vraiment fier. Et des projets comme ça, j'en aurais pas beaucoup, donc je me dis, en fait, il suffirait que je le fasse pour moi, en fait, et j'aurai un truc bien, mais mais je le fais pas encore. Enfin, je le fais, mais doucement, quoi. Oui, parce que pareil, dans ta conférence, à un moment, tu dis que t'aimerais bien faire ton propre Porco Rosso, justement. Est-ce que c'est un petit projet qui est en cours? T'as vite fait évoquer l'idée d'un court-métrage tout à l'heure, mais... Oui. J'avais en tête d'abord un long métrage directement en tête, avec un peu, tu sais, la motivation du débutant qui a jamais rien fait et qui est sûr que tout est possible. J'y crois encore un peu, mais je me dis, bon, je vais être très raisonnable. J'ai mes potes qui m'ont raisonné, qui m'ont dit, fais un court métrage juste pour que tu vois à quoi ça ressemble, comment ça se fait. Donc je me dis, bon, je vais commencer par ça. Bon, je pense qu'ils ont raison parce que je me rends compte que je sais pas si c'est parce que j'ai mon long métrage en tête qui fait que j'avance très très lentement sur le court, ou si c'est parce que c'est vraiment difficile de faire un court métrage déjà, en fait. Ok, ouais. En gros, j'avance dessus, mais j'avance difficilement parce que j'ai plein d'autres projets en tête et j'ai mon projet à long terme, mais je me dis, il faut que je sois capable de faire ça. Et j'essaie de faire la musique aussi dessus, en fait. D'accord. Donc je suis déjà en train de composer la musique et je la fais quasiment en amont des scènes parce que ouais, en fait, c'est ce qui est génial avec la musique, c'est que ça m'aide à créer un mood. Après, il y a des gens qui te composent sans musique aussi, il y a des gens qui font des films sans musique, sans son et qui utilisent plutôt des références pour s'inspirer. Et pour moi, la musique, ça fait partie des références vraiment. Quand j'écoute un truc, j'imagine des choses en même temps. D'accord, ouais, ok. Ouais. Donc j'ai des images en tête avec le son. Donc là, je commence déjà par la musique plus ou moins sur ce court-métrage, quoi. Et l'histoire, elle vient après, du coup? T'as déjà un fil conducteur de ce qui peut se passer? J'ai un fil conducteur, mais là, c'est en train de se transformer. Je sais pas si c'est à cause de la musique ou si c'est parce que j'avais déjà ça en tête, mais c'est un peu un court-métrage qui serait un peu comme un clip vidéo, en fait. C'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura pas de dialogue parce que j'ai vraiment envie de faire le truc tout seul pour mon premier projet. Les autres, je les ferai en équipe. Forcément, je vais pas forcément faire tout seul dans ma vie, mais là, c'est un peu un défi personnel de me dire j'ai envie de pondre un truc que j'aurais fait dans une cave, sans voir le monde, dans le processus de l'artiste fou qui sort un truc. Bon, l'avantage, c'est que le générique, il sera rapide, quoi. Du coup, il y aura que un an. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être si j'ai les moyens, peut-être que j'engagerai des musiciens, peut-être parce que il y a certains instruments que je joue pas. Enfin, pour le moment, j'utilise beaucoup d'instruments virtuels et d'instruments que je joue moi-même. D'accord. Et je me dis, au moins pour la musique, peut-être si j'attends d'arriver à la fin, de voir quand est-ce que je termine, et je verrai s'il est nécessaire d'engager des musiciens. Peut-être du coup, je ferai un petit crowdfunding là-dessus pour l'étape finale. Ouais. Quoi. Trop bien. Et est-ce que tu te mets quand même pas une deadline, mais genre il faudrait que je fasse au moins ça ce mois-ci et puis le mois d'après que j'avance là-dessus, ou est-ce que tu y vas vraiment un petit peu au freestyle, au feeling? Alors, je crois que comme beaucoup de gens, je travaille très mal quand j'ai pas de pression. J'avance très peu. Donc ouais, pour ce coup-là, j'essaie de me faire des deadlines. En fait, mais le problème, c'est que du coup, c'est des deadlines qui sont très variables. Il y avait une date déjà qui est passée du coup. C'était septembre, la première deadline dans ma tête. Et après, je me suis rendu compte que j'étais à Annecy cet été. Après, j'étais à d'autres endroits. Là, j'ai dû être à un autre événement à Vancouver. Et donc, ça aurait été impossible. Donc, je commence à me caler d'autres deadlines en tête. Peut-être, en fait, je crois que je vais me caler des dates de festival comme deadline. Ah oui.
C'est malin. Ouais, peut-être au moins pour avoir un truc un peu ambitieux en tête, ouais, ça aide, quoi. C'est vrai. Donc, je suis en train de regarder les prochaines dates. Donc, il y en a à la fin de l'année. Après, si c'est pas de l'année, fin de l'année, c'est le printemps, l'an prochain. Ok. Ah, cool. Trop bien. Et tu parlais aussi dans ta conf, tu parlais de l'outil Epsant, Oui, qui utilise un peu l'intelligence artificielle qui prend genre une peinture en référence et qui reproduit ce style sur une vidéo filmée. ouais. Est-ce que c'est un truc que tu testerais, je sais pas, une fois pour le fun, avec ton style de dessin, par exemple, sur une scène ou quelque chose? Je pense, oui, mais c'est le genre de truc que j'utiliserais vraiment peut-être en complément, en fait, pour une étape finale de dessin, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire des dégradés ou des coups de pinceau, des choses comme ça. Ouais. Il les place intelligemment dans l'animation, mais du coup, ça change complètement le style Oui, du ça dessin. change un petit Et peu. donc, Ouais, c'est vrai. ouais. Et donc, j'ai pas encore eu le temps de vraiment expérimenter ça. Et je me dis peut-être pour mon fameux projet de long métrage, ça peut être cool. En fait, ce serait pour voir si c'est possible de faire un dessin sans apply de l'animer. Ouais, c'est ça, oui. Mais ce que j'ai envie d'éviter aussi, c'est que ça donne un aspect un peu, comment on appelle ça, rotoscopie au truc. Oui, c'est vrai. Parce que ça donne un peu des petits traits de pinceau et tout. Peut-être pas forcément, mais je l'ai pas encore assez expérimenté, je pense. Mais je pense que ce serait possible d'avoir un truc avec des dégradés là-dessus. Et j'essaie de faire ça aussi, mais sans aller trop loin, parce que je vois il y a une autre technique que j'avais pas montrée à cette conférence, c'est le film Klaus. Je sais pas si tu as vu. Oui. Oui. En fait, l'équipe a tellement bien bossé le coloriage et la lumière qu'on a l'impression que ça n'a pas été fait par des humains, quoi. À un moment, t'as l'impression que ça a été fait. Alors, il y a une partie qui est générée par ordinateur, mais il y a quand même pas mal d'interventions humaines dessus. Mais ils l'ont tellement bien travaillé que, du coup, le travail est effacé et on a l'impression que c'est de la 3D. Mm. Et ça, c'est le truc vers lequel je veux pas tomber. Alors, je dis pas forcément que c'est mal, mais je trouve qu'ils ont tellement bien bossé la lumière qu'on a l'impression que c'est de la 3D. Et du coup, ça gâche tout le travail de 2D qu'ils ont fait dessus. Ah oui, je vois. Ouais, je vois. C'est un peu comme la comparaison que tu avais fait avec pareil ce petit logiciel, ou je sais pas comment ça se traduit, mais qui augmente le nombre de frames par seconde sur une animation. C'est vrai que ça dénature un peu ce côté fait main, quoi. Ça fait tout de suite très ouais. Je sais pas comment dire, mais... Oui, parce que quand t'as un artiste ou une artiste qui fait un truc à la main, en fait, ce qui est génial, c'est quand tu peux admirer à l'écran d'où la main est partie. Tu vois, sur Porco Rosso, quand je reviens toujours sur cet exemple, quand tu regardes un personnage, t'arrives à imaginer d'où la main est partie pour tracer le visage. Tu dis, ah, tiens, l'artiste a dû passer par ce côté, et puis ce côté, et puis ce côté, et ça rend le truc impressionnant, quoi. Mais quand tu fais tout ça et qu'à la fin tu mets des choses qui masquent ce que tu as fait comme travail, c'est terrible, parce que du coup en fait on retient juste l'information, en fait on retient juste la scène mais pas forcément le dessin. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'on retournera vers des dessins animés plus traditionnels, un peu plus qui ont de la texture, quoi, qui ont ce coup de crayon, ce coup de pinceau visible? Je pense que dans longtemps, en fait, peut-être que quand l'IA pourra faire ça aussi. Ah oui. En fait, c'est terrible parce que en fait c'est terrible parce que je dis pas ça pour critiquer une critique de la société moderne, machin, tout ça, parce que moi-même j'en fais partie. Je suis un mec qui poste sur Instagram des trucs, mais tu sais, tu as ce mème où tu vois Léonard de Vinci qui disparaît pendant 5 ans pour faire un truc, pour faire une œuvre, et puis qui réapparaît. Alors que maintenant, si t'as rien posté sur Internet pendant une semaine, t'as peur de disparaître. En fait, c'est très difficile aujourd'hui de se planquer dans un trou et faire une œuvre pendant 15 ans. Enfin, c'est possible à l'échelle d'un studio, en fait, peut-être. Mais déjà, c'est un studio qui bosse. T'as Arcane qui a dû prendre 7 ans, je crois, la première saison. Ouais. Et c'est plutôt bien fait, je pense.
Mais je pense ça c'est des cas vraiment rares en fait. Il y a peu de gens qui seraient capables de faire ça maintenant avec les contraintes d'argent et tout, les contraintes de budget. Et surtout c'est un gros pari. Mais je pense que ça se fera un jour. C'est un gros pari parce que tu te mets face à des Pixar et des Disney avec du 8K, avec des trucs où maintenant il faut faire des effets spéciaux de partout. Ouais, c'est ça en fait. Et donc réussir à impressionner. En fait, c'est possible, mais faudrait convaincre des gros studios de production pour ça, quoi. Enfin, des grosses productions. Parce qu'on l'a un petit peu en court-métrage avec la série Love, Death and Robots, qui a des styles super variés et super beaux à voir. Ouais, c'est vrai. Mais en long-métrage, j'ai pas d'exemple en tête, en tout cas. En fait, si, il peut y en avoir, mais en fait, il y a quand même pas mal de 3D, en fait, effectivement. On n'est pas encore, on n'est pas un truc comme genre, le style de Blanche-Neige, par exemple. Ah oui, ouais. Oui, un truc comme ça, c'est très difficile, c'est vrai, de revenir à ça. Maintenant, il y a beaucoup de 3D par-dessus. Par exemple, t'as quand même les Spider-Man, Spider-Verse. Ouais, exact. Ouais, ils sont très stylisés, mais ça reste quand même beaucoup d'images générées sur ordinateur pour la plupart. Et c'est pas de la 2D. Donc je pense qu'un jour, ça fait aussi partie des trucs que j'ai envie de faire. En fait, c'est le fameux long-métrage que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'il y ait vraiment pas mal de dessins dedans. Ok, trop bien. Et je pense que c'est un truc qui se fait et qui reste encore un peu obscur. C'est de faire un truc assez populaire, mais qui est quand même arty, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'autre. T'as des trucs qui sont artistiquement très travaillés, vraiment un peu en traditionnel et tout. Mais ça reste quand même... Je sais pas si c'est parce que c'est le style qui le veut, ou si c'est parce que c'est l'histoire que ça raconte, mais tu en parles au grand public, les gens connaissent pas forcément. Ouais. Ça reste des trucs de niche, ça reste des trucs de gens qui vont à des festivals d'animation, ça reste des trucs de cinéphiles. Enfin, je pense cinéphile, c'est un mot compliqué à définir, mais bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Mais aujourd'hui, quand tu veux parler d'un truc grand public, c'est que de la 3D, quoi. C'est les mignons, c'est moi, moche et méchant, en fait. Ouais. Je vois pas de truc grand public en 2D aujourd'hui. J'essaie de chercher, non, vraiment, je vois pas. Ouais. Pareil. Ça vient pas du tout, quoi. Comme ça, en y pensant. Ah, écoute, on croise les doigts, hein. Parce que les modes, c'est toujours très cyclique, donc c'est pas impossible que ça revienne. Revienne. Ça fait partie de mes ambitions, quoi. Il y aura quand même de la 3D, en fait. En fait, c'était mon sujet aussi de la conférence, c'est que la 3D, je pense que ça peut aider la 2D. Et là, Blender, c'est un bon exemple, c'est que ça reste quand même du dessin, quoi. On doit quand même peindre les décors, on doit quand même dessiner les personnages, mais on a la force de la 3D derrière, qui aide, par exemple, pour pouvoir corriger les angles de vue, recycler quelques images quand il faut, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Et en parlant de ton taf parce que c'est un taf aussi de faire des conférences. Là, t'as eu un été quand même assez chargé de ce que j'ai pu voir. Ouais. Comment tu abordes ce taf, ce travail de conférencier? C'est super dur. C'est je vais te dire honnêtement, la très grande partie du travail se fait dans le temps le plus court. Enfin, c'est un truc qu'on dit en informatique. Je crois que c'est valable dans tous les projets. C'est que 80% du travail se réalise dans 20% du temps. Et c'est souvent la dernière minute. Donc je bosse un peu dessus. Je fais un planning un peu dans ma tête. Et en fait, j'y pense. Je suis constamment en train de produire un truc. C'est terrible. En fait, je suis constamment en vacances et en train de travailler en même temps. Et je sais pas si c'est bien. Je connais des artistes qui travaillent pour personne, mais qui se donnent quand même des contraintes de bureau. C'est-à-dire, je connais une artiste, par exemple, j'étais parti en vacances en Bretagne, coucou à toi d'ailleurs, Naya, si tu entends, elle se lève à 7 heures, là, elle commence à travailler, elle a un emploi du temps, et heure par heure, et puis la journée se termine à telle heure, et puis là, c'est la récréation.
Ok. Et c'est une discipline comme ça. Moi, je peux pas faire ça. Je suis constamment un peu en train de rêvasser, en train de travailler, et des fois, j'ai des gros boosts. Je me dis, bon, l'inspiration, c'est là maintenant. Et là, je passe 10 heures sans rien faire, sans manger, juste Ah oui. juste sur un projet. Ouais, Ok. ouais, j'ai des boosts comme ça. Et puis après, je suis mort. Et là, je suis avachi dans mon lit et je réfléchis au prochain truc que je dois faire. Et puis je sors. Enfin là, par exemple, j'étais à Vancouver. C'était en même temps pour des vacances et pour du travail. Et quand je suis avec des amis, en train de parler à un apéro, j'ai toujours mes notes sur mon téléphone. Et quand j'ai un sujet de conversation intéressant, je leur dis, attends 2 secondes. Et là, je fais une pause en plein dans la conversation. Ça rend un peu fou les gens. Et je prends note de la conversation en cours. Moi, je me dis, ça, c'est un truc intéressant pour ma conférence, des choses comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ou bien pour une prochaine bande dessinée. Et en fait, tout se prépare petit à petit en même temps. Et il y a un moment où tout finit par sortir. Mais c'est un peu le sujet qu'on a souvent abordé aussi dans le podcast, c'est d'où viennent les inspirations. Donc toi, on voit que tu chopes un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Ça va être une discussion entre amis, ça va être ce que tu vois dans la rue. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mon téléphone prêt à prendre une photo. J'ai 1 million de photos de fenêtres dans mon téléphone. J'ai une obsession avec les fenêtres, donc suffit de chercher fenêtre parce que tu as le moteur de recherche maintenant sur l'iPhone, c'est génial, j'avais oublié ça. Et donc tu tapes je me promène et je m'arrête en plein milieu d'une promenade, je veux dire bon, j'ai besoin de cette fenêtre. Et, Ok. et voilà. Et où je prends en photo des bouts de trucs, des bouts de verre. Du coup, en fait, de l'extérieur, on a l'impression de voir l'influenceur qui prépare son vlog quotidien, tu vois. Ah oui. Tu vois, des fois, je prends en photo les assiettes dans les restaurants. Donc, tu sais, on dirait que je suis en train de faire un vlog de nourriture. Puis je dis, les couverts ont des beaux reflets, là. J'ai un reflet de lumière dans une coupe en verre. Je sais pas, il y a une cerise qui est un peu, qui a un reflet intéressant, là. Enfin, Ok. Ah ouais, trop bien. Ouais, ta galerie photo, ça doit être un sacré patchwork. ouais, c'est un patchwork, c'est que des rêves. Et donc, oui, mes conférences, tout mon travail se prépare comme ça. Et des fois, j'essaye de faire le déroulé dans ma tête quand je suis entre 2 stations de métro ou sous la douche. C'est-à-dire, il y a pas vraiment un moment, à part quand je suis proche de la deadline, où là, je commence à m'asseoir. En fait, en gros, je laisse tourner les idées dans ma tête, en fait, pendant plusieurs semaines. Et je ressasse des trucs, j'essaie d'imaginer quelques chapitres. Et la dernière semaine, ou quasiment les derniers jours, je me pose pour faire un récapitulatif. Et c'est là que je rédige le truc, quoi. Ok. Mais ouais, je suis un peu comme ça. C'est peut-être pour ça que mon court-métrage, j'avance mal aussi. Mais en fait, j'ai du mal à être structuré le jour 1. C'est-à-dire que ça commence toujours par le chaos. C'est vraiment, tout est chaotique. Ça commence à se structurer petit à petit. Et le dernier jour, c'est la rédaction propre. D'accord. Ok. Oui, donc effectivement, ça illustre bien le 80% de travail qui est fait en 20% du temps, quoi. C'est marrant. Ouais. Je dis pas aux gens de faire ça. Forcément, c'est vraiment pas une bonne idée parce que en fait, le gros problème de ça, le gros inconvénient, des fois, ça m'arrive, mais j'ai toujours pas retenu la leçon. C'est que des fois, j'ai un projet super intéressant qu'il faut faire très vite, qui me tombe dessus. Et ça fait que et quand ça arrive dans le dernier jour où je suis en train de rendre un autre projet, là, c'est terrible parce que des fois, j'ai des projets sur lesquels je peux pas dire non. Par exemple, juste hier, j'étais en train de bosser dans ma chambre d'hôtel, en fait, pour une deadline, juste avant de prendre l'avion, quoi. Ah oui, ok. Donc, ouais, donc c'était le dernier jour. C'était samedi soir, j'avais l'avion le dimanche à midi. Et je sais que j'avais une deadline pour lundi, sachant que j'allais être dans l'avion pendant le jour de la deadline. Donc je me dis, il faut que j'envoie le fichier avant de prendre l'avion. Ouais. Donc j'avais ma dernière nuit à Vancouver pour finir un projet. Parce que je l'ai trop repoussé, en fait. En fait, j'ai repoussé en sachant que j'avais du temps, mais en fait, j'avais d'autres trucs qui sont tombés entre temps. Donc là, c'était la nuit de l'enfer. Mais c'était rigolo, quoi. C'est mon souvenir de Vancouver. C'est la nuit en train de regarder le skyline, la skyline de nuit de Vancouver
la terrasse de l'hôtel en train de travailler comme un fou. Oh, punaise. Yes. Mais moi, je suis un peu comme ça aussi. Il me faut le stress, il me faut le stress de la dernière journée pour que d'un coup j'arrive à avancer pendant 6-7 heures sans me faire déranger. Mais effectivement, la gestion du temps, c'est compliqué. Ouais, parce compliqué. que je connais beaucoup de gens qui travaillent comme ça aussi, des artistes avec qui t'as bossé. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est plus carré, tu vois. Mais c'est peut-être peut-être une fausse impression aussi, je sais pas, mais faudrait que je pose la question d'ailleurs. Faudrait que je repose la question pour voir s'ils arrivent à faire une journée genre 9h 18h bien comme il faut, quoi. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Je me demande si parce que j'imagine qu'on fait ce podcast pour essayer d'éclairer les gens et au final là je sais pas si on les a éclairés. On n'a pas réponse à tout. Ouais. Mais je me suis même j'ai même pris le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard. Votre temps est infini. Attends, je regarde ça sur Google. Votre temps est infini. Et révélez-vous à vous-même et aux autres grâce à la méthode Olicard. Oui. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ben, figure-toi que j'ai lu que 10 pages en 10 jours, là. Okay. Donc, j'ai même pas pris le temps de bien le lire. Mais en gros, ça dit que effectivement, c'est génial par rapport au sujet du livre que t'aies pris autant de temps pour... Ah oui, c'est n'importe quoi. Mais en gros, oui, ça dit que au final, le temps, il est malléable, quoi. En même temps, il s'écoule de manière inéluctable, mais on peut vraiment le modeler comme on le veut, quoi. J'arrive pas à me rassurer devant ça parce que moi, mon temps, c'est, il y a un moment où ce sera la fin, quoi. Mais, c'est la fin. C'est le moment des primes. Il y a un moment où votre temps se termine, quoi. Donc, c'est terminé. Fini. C'est terminé, c'est fini. Bon, ben, rendez votre copie, parce que là, faut y aller. Faut arrêter d'être vivant, quoi. Mais heureusement que tu as envoyé ton taf avant l'avion, parce que ça se trouve, il l'aurait jamais reçu, sinon, tu vois. Il l'aurait. Oui, j'ai dû voir que ça arrive bien à 100% d'upload et tout, vérifier que je l'ai bien mis dans le dossier, enfin, tout ça. Ouais, donc voilà, on peut pas, pour la gestion du temps, ouais, c'est vraiment propre. J'ai l'impression que c'est propre à chacun. Il y en a qui arrivent à prévoir les trucs et d'autres, ben, comme nous, qui apparemment avons besoin du petit stress de dernière minute pour boucler nos projets. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de bosser avec d'autres personnes aussi. Oui, c'est vrai. Je sais pas si toi, bosser en groupe, bosser dans un cadre. C'est vrai. Oui, parce que toi, t'es vraiment un profil, pour le coup, touche à tout. C'est assez fou, quoi. Est-ce que c'est justement parce que tu as du mal à déléguer? Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce que ce serait? Bonne question. En fait, je sais pas si l'un est la conséquence de l'autre, l'inverse. Est-ce que c'est parce que je travaille tout le temps seul que je n'arrive pas à déléguer ou que j'arrive pas à déléguer? Okay. Est-ce que c'est un cycle? Je sais pas trop. Ouais. Par exemple, je sais pas, chez vous bossez en équipe, j'imagine. Je sais pas si vous avez une structure spéciale ou des gens qui sont en stage ou qui font juste une partie du montage. Ou... alors oui, dans l'association, c'est vrai qu'on a plus ou moins chacun des rôles assez précis. Il y a une personne qui va s'occuper plus des réseaux sociaux, une autre personne qui va effectivement faire le montage de l'épisode. Victor que tu as pu rencontrer, qui va justement envoyer les mails pour nos prochains invités, etc. Donc on a plus ou moins chacun nos petites missions. Donc ça marche plutôt bien. Plutôt que je sais qu'il y a un autre format de podcast, le Motion Meet. On a pu rencontrer Paul Floch qui fait ça. Justement aussi au Motion Festival. Et pour le coup, lui, il est tout seul, quoi. Ah et ouais. c'est assez fou ce qu'il arrive à faire. Il fait le montage, du coup, il reçoit les gens. Et c'est très, très cool aussi, son format qui se concentre plus sur la vidéo, pour le coup. Donc, c'est vraiment intéressant. Ok. Moi, je dirais que si j'arrive pas à déléguer des fois, c'est parce qu'il y a peut-être un autre problème en amont aussi, c'est de pouvoir formuler ce que j'ai en tête.
D'accord. Ça m'est arrivé de bosser en équipe. C'était pour un clip, c'était une boîte à Montpellier, c'était un clip de rap. On voulait faire des références à Akira. Ok. Mais après, il y a certaines scènes forcément qui n'étaient pas forcément dans Akira, qu'on voulait créer nous-mêmes. Donc, j'avais un animateur 2D qui bossait avec moi, donc à distance. Et je lui expliquais par Zoom à peu près ce qu'il fallait faire. Et je lui ai donné quelques idées. Et le truc, c'est qu'à la fin, il a donné un truc bien, mais c'était pas du tout le truc qu'on avait prévu de faire. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, des fois, t'as l'impression que ce que tu dis à la personne, c'est très clair. Tu sais, quand t'as l'impression que t'es avec quelqu'un qui a les mêmes références que toi, tu dis, ouais, il faudrait que ce soit une explosion et que ça accélère un peu là et que ce soit quand même un peu doux par-ci par-là, machin. Et dans ma tête, c'est des mots, j'ai l'impression que c'est évident. C'est clair, ouais. Et en fait, non, en fait, c'est uniquement dans ma tête. Mais quand on le sort aux gens, il faut l'exprimer de manière beaucoup plus précise. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que je suis mauvais pour expliquer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que pour moi de le faire que l'expliquer. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, c'est vrai que se caler sur ce qu'on, enfin, même poser des mots sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut dire et tout ça, c'est chaud. Sur ce qu'on veut transmettre et tout. Ouais. Bah, c'est pour ça que même avec certains clients, et c'est là où l'importance du mood board se joue, quoi. J'imagine les mood boards, ça permet de parler le même langage, j'ai l'impression, et d'être d'accord sur les intentions, sur le visuel, sur tout ça. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai que c'est très difficile et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens des fois qui me demandent s'ils peuvent m'aider sur tel ou tel projet. Et je leur ai dit, ouais, ce serait bien, je repousse un peu, pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que j'ai pas forcément le projet clair en tête sur lequel je sais que je pourrais déléguer telle ou telle partie. Ok. Et je sais que si telle partie, j'ai besoin de la déléguer, il faudra vraiment que j'explique. Des fois, j'ai une méthode très très précise, quoi. Des fois, par exemple, comme je dessine dans un espace entre 2D et 3D, il faut que je puisse expliquer à la personne qu'il faut que ce soit dessiné dans tel angle, précisément. Même si au final, ça se verra dans un autre angle. Donc, ça implique des trucs un peu subtils dans l'animation. Okay. Des fois, je dois leur dire que telle partie, t'as pas besoin de forcément bien le dessiner parce que de toute façon, il y aura tel objet qui va passer devant, tout ça. Et le temps d'expliquer tout ça. Des fois, j'ai pas envie de faire travailler les gens pour rien, en fait. Ouais. Parce que des fois, je réalise un truc et j'ai une animation très complexe à faire dessus, mais je sais à quoi ça va ressembler au final. Donc, je sais à quel moment je peux aller un peu plus vite ou pas. Ok. Et donc, cette vision globale, c'est un truc que j'ai du mal. Je pense qu'il y a des méthodes, oui, comme tu dis, il y a des moodboards, des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas encore cette méthode et donc, des fois, j'ai pas envie, des fois, ça m'est arrivé de faire travailler des gens sur des trucs pour finalement pas vraiment les utiliser. Donc, moi, ça m'embête beaucoup quand on me fait ce coup-là, moi, des fois. Donc, c'est pour ça que j'aime pas faire ça aux gens. Donc, j'ai des gens, des fois, qui attendent pour faire des projets ensemble et je leur dis, attends, c'est pas encore très clair pour moi. Ok, ouais. Ou sinon, il faudrait que je bosse avec des artistes qui ont vraiment un style très très défini et là, je leur dirais plutôt à eux de proposer un truc, quoi. Ok, oui, c'est vrai que ça peut marcher dans l'autre sens aussi, ouais, effectivement. Carrément. Mais des fois, ouais, je me dis qu'il nous faudrait un petit rétroprojecteur de nos idées dans le cerveau, tu vois. Une petite puce qui arrive à mettre en image tout ce qu'on pense. Ça aiderait beaucoup, je pense. Ça va arriver. Ça va arriver, clairement. Tu sais, t'as Elon Musk qui est en train de développer sa puce pour le cerveau, là, et puis t'as l'IA qui génère des images maintenant. Voilà. Ah ouais, ok. Mon Dieu. Ouais, donc un jour, ça va faire. Un jour, tu pourras penser au film que t'as envie de voir. Bon, ça sera dans très longtemps, mais. Oui, parce qu'ils arrivent déjà, pour des gens amputés, à contrôler, je sais pas, un bras mécanique par la pensée, quoi. Ouais. Ouais, il y a déjà des petites prémices, quoi, qui existent. Ouais. Je suis impatient de voir ça et en même temps j'ai peur. Enfin bref, c'est bizarre. Ça effraie, hein. En même temps, c'est vrai que ça effraie. Ouais, ça effraie. Je voulais te poser une petite dernière question qui est en rapport avec tout ce qu'on a déjà évoqué dans l'épisode. Est-ce que t'as déjà utilisé le dessin en réalité virtuelle avec les petites manettes Oui. Ouais. Ouais, et c'est marrant parce que là je fais un peu
je fais un peu mon commercial. Enfin, je suis pas payé du tout pour dire ça, mais en fait, j'avais commencé avec de la VR Ok. et ça m'a donné mal au crâne au bout d'une heure. Et il y a une autre boîte qui m'avait proposé, qui m'a montré la boîte pour laquelle je suis parti à Vancouver là. D'accord. Un écran en 3D, c'est un écran en 3D sans lunettes. Ah ouais, ok. Donc c'est un truc. La 3DS faisait ça déjà avant, mais c'était très petit, très pixelisé. Là, t'as le truc sur un gros écran et t'as l'impression de vraiment plonger dans l'écran, quoi. C'est genre une fenêtre ouverte devant toi. Et donc j'ai pu travailler en VR là-dessus. Et c'est assez cool, c'est vraiment cool parce que en fait, bon, il y a la VR qui est avec les lunettes. Là, il y a des logiciels comme Quill et comment ça s'appelle, Gravity Sketch et pas mal de logiciels qui permettent de dessiner en 3D. Mhm. Et je trouve ça vraiment cool. Mais, en fait, moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est la sensation de poser ta main sur un truc, tu vois, sur ton bureau, sur ta feuille. C'est vraiment Le contact, quoi. c'est cette sensation de dessin là. Ouais. Enfin, c'est pas pour dire j'aime pas le monde virtuel, j'aime le monde physique, machin. C'est pas ce discours-là, mais c'est plutôt vraiment techniquement. En fait, quand tu dessines sur un truc plat. Mm. Et donc ton trait se fait sur une feuille. Après, si la feuille est en métal, en plastique ou en verre, peu importe. Mais sauf que dans la VR, t'as même pas ça. Ouais. En fait, tes mains flottent dans le vide. Et donc, je me dis, à la limite, si un jour quelqu'un veut inventer une tablette qui peut être transposée dans l'espace virtuel, avec un bras mécanique pour le stabiliser, tu vois. Ouais. Ou enfin, au moins, en fait, peut-être que la réalité augmentée marcherait plus pour moi pour ça. Parce que t'aurais ton bureau, et ensuite t'as le casque de réalité augmentée qui met ton dessin par-dessus. Ah oui, ouais. Mais comme c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de réel, il n'y a plus d'objet, tu décides dans le vide et ta main, t'as pas le retour de force d'un mur ou d'un truc. Et en fait, c'est pas trop le truc que j'aime faire en fait en termes de dessin. Ça doit être déstabilisant, ouais, au niveau du Oui, ressenti. c'est déstabilisant, oui. Oui, parce que tu essaies de dessiner sur un mur, mais en fait, tu l'as pas, quoi. À la limite, si tu dessines avec une bombe, là, pour les gens qui dessinent comme ça, ou les gens qui dessinent, tu sais, vraiment à l'ancienne, et encore là, tu sens quand même le tableau, tu sais, normalement, les vieux peintres te diront qu'il faut tenir le pinceau par le bout, et avoir le bras levé, et tu vois, tu sais, un peu comme tu tiens une longue cigarette, Ah oui. d'autrefois, tu vois. Ok. C'est-à-dire, il y a des grands peintres qui peignent comme ça, donc ils sentent même pas la feuille. Mais n'empêche, t'as quand même le bout du pinceau qui frotte la toile, et t'as cette sensation-là. Mais là, vraiment, il y a rien. Tu dessines dans rien du tout, et j'ai pas l'habitude, quoi. Ok. Donc c'est pas, ouais, là t'avais essayé de nouveau ces derniers jours à Vancouver, c'est ça, avec la télé. Et j'ai essayé avec une télé, et là, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, j'ai ma tablette à côté. D'accord, ok. Donc, parce que en fait, il n'y a que la télé qui est en VR. Et le reste, t'as ton clavier, tu as ta souris, ta tablette. D'accord, ok. Et tu peux le voir parce que c'est toujours possible après d'avoir ta tablette en dessous de tes lunettes en 3D, mais en fait, tu la vois pas puisque tu vois rien du monde réel dans tes lunettes, quoi. Mhm. Et c'est très compliqué parce que des fois, parce que je bosse aussi avec mon carnet de dessin, je fais tous mes brouillons sur papier. Des fois, j'ai besoin de regarder une ref sur mon téléphone, mes fameuses 50 000 photos de fenêtres sur mon téléphone. Et donc, si je dois retirer mon casque toutes les 15 secondes, c'est pour pouvoir voir mon carnet. Ah oui, c'est galère. C'est galère, j'avoue. Ouais. En fait, c'est juste pour des contraintes, c'est pour ces deux contraintes-là, quoi. La contrainte technique de le casque qui te sort du monde réel et le papier qui n'existe pas. Que j'ai du mal là-dessus. Mais après, c'est amusant pour le reste. Peut-être pour la modélisation 3D, c'est cool, mais après, c'est pas la plus grosse partie de mon travail. Ok. En fait, la plupart, j'ai beaucoup de dessins qui sont, que je pense comme des tableaux, et la partie print, c'est un truc que j'aime beaucoup, en fait. Ok, ouais. C'est une grosse partie de mon travail, ouais. Les posters que je fais, tout ça, j'ai envie d'avoir des dessins qu'on a envie d'accrocher chez soi aussi. Ça, c'est un gros sujet, quoi. Et ça oriente un peu ma manière de travailler. De me dire, il faut qu'on ait envie d'avoir ça dans son salon. Oui, moi, j'avais pris un
un poster qui mimique un peu l'illusion de la 3D là. Ah oui, c'est des posters lenticulaires. T'en as vu d'autres ou tu parles de ceux que Ouais, j'avais ouais, ramenés? ceux que t'avais ramenés. Ok. Et ouais, pour le coup, ça change un peu du poster, du poster tout plat qu'on peut avoir. Ça ramène aussi un truc et ça a une cohérence avec ton taf en plus. C'est vachement intelligent, je trouvais. Ah ouais, merci. Bah, en fait, j'aime bien les deux. Et je me suis dit, vu que cette technique existe, je me dis, c'est dommage que personne ne l'utilise. C'est très compliqué. Il y a des gens qui me demandent de leur expliquer comment je fais, mais en fait, il y a déjà des étapes. Si tu cherches l'impression lenticulaire, il y a des étapes sur Internet. Il y a des trucs que tu peux faire toi-même à la maison. Donc, si tu cherches sur YouTube, homemade lenticular print ou des choses comme ça. Mhm. Mais il y a des choses qui sont impossibles à expliquer oralement. C'est vraiment visuel. En fait, il faut être devant la personne pour qu'elle t'explique, regarde comment je colle le truc, où je suis placé. J'ai mis des mois pour comprendre exactement ce qu'il fallait faire. Ok, ah ouais. Donc, peut-être un jour un workshop à Paris ou des choses comme ça. C'est vraiment un truc qu'il faut enseigner en personne. Peut-être un jour, si j'ai un moyen de le faire en vidéo, peut-être que je ferai des petits cours en vidéo là-dessus. Mais parce que là, c'est pas, c'est une impression quand même industrielle ou c'est... C'est à la main pour le moment ce que je fais. Ah, c'est à la main. Semi-industriel. Ah ouais. C'est à la main, c'est semi-industriel parce qu'il y a une partie qui est imprimée sur une feuille papier glacé par une imprimante normale, quoi. Ok. Mais après, il y a du collage à faire à la main. Ok. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à le faire de manière industrielle, mais je suis encore en train de chercher quand je suis en train d'essayer de faire de l'espionnage industriel chez des gens. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais faire ça par quelqu'un d'autre, tu dois leur envoyer tes fichiers sources. Donc, Oui. il faut vraiment avoir confiance, quoi. Ouais, j'imagine, ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Je savais pas du tout. Et donc oui, t'as un peu cette relation avec quand même le format papier qui reste importante quoi pour toi. Ouais. En fait, j'essaie de mixer les deux, c'est-à-dire que par exemple, les scènes de mon court-métrage, il y a pas mal de scènes qui sont vraiment pensées comme des tableaux. Ok. Et que je les fais moi pour qu'on puisse les voir séparément, sans la musique, sans l'animation. Ok. Ouais. Oui, en plus ça fait du merch après. Oui, ça fait du merch. C'est vrai qu'il faut quand même vivre de son travail. Il faut quand même vivre, bah oui, clairement. Oui. Bah c'est un peu le plan aussi, c'est de faire de moins en moins de commissions Ouais. pour des marques et de vivre entièrement de ça. C'est toujours possible, mais c'est difficile parce que j'expérimente beaucoup, je fais beaucoup de prototypes. Donc je paye des gens, je paye des boîtes, des choses comme ça. Quasiment tout ce que je gagne, en fait, c'est réinvesti. D'accord. Il y a pas mal d'argent perdu entre guillemets, parce qu'il fallait que je fasse des tests sur des trucs. Ouais. Mais ouais, ces posters en 3D, c'est plusieurs milliers d'euros que j'ai dépensé pour faire les premiers, pour faire des tests, quoi. Oh punaise, ah oui, ok. Ouais. Oh, on se rend pas compte comme ça. Ouais, on se rend pas compte, ouais, mais du coup, ouais, j'espère que avec le court-métrage et les prochains projets, je pourrai vendre des posters pour vivre de ça. Est-ce que t'as jamais pensé à surfer sur la trend un peu NFT et tout ça? Je sais qu'il y a des artistes qui arrivent à vivre pleinement. Ah ouais. Gros sujet. Tu connais le débat sur les NFT? Ouais, plus ou moins. En fait, en fait, en gros, je reçois des messages tous les jours. D'un côté, on me dit, si tu fais des NFT, t'es un connard, et d'un autre côté, on me dit, si tu ne fais pas de NFT, t'es un connard. En fait, je dors pas, quoi. Ouais. J'ai des fervents défenseurs et des fervents opposants des NFT qui m'écrivent tous les jours. Des gens qui disent, bon, quand est-ce que je l'ai fait? Et l'autre qui dit, mais jamais, ne va jamais là-dedans. Et en fait, je sais que, au final, il faut pas tenir compte de l'opinion des autres, mais en fait, c'est quand même des gens qui sont assez sensés qui me disent tout ça. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je me dis, si ces gens disent ça, c'est que ces gens savent quelque chose et que le problème, c'est que j'ai des conseils contradictoires, du coup. Ouais. En fait, c'est un monde qui est très intéressant, je trouve, d'une certaine manière, et qui est très, très critiquable aussi. C'est parce que c'est déjà comme le monde de l'art réel. En fait, il y a beaucoup de spéculation. Ouais. C'est que ta valeur, c'est juste quelqu'un qui a décidé que tu vaux 1 million et ça y est, tu vaux 1 million. C'est vrai que c'est un truc qui existe déjà dans le monde de l'art et qui est un peu injuste. Il y a aussi le fait que
il y a aussi des dérives dans les NFT. Moi, je trouve qu'il y a des bons côtés là-dedans, mais il y a beaucoup de dérives parce qu'on commence à vendre tout et n'importe quoi, en fait. Tout devient des objets financiers, en fait. Aujourd'hui, tu peux faire un NFT t'as fait un euro, tiens, j'ai fait tiens, j'ai lancé, j'ai jeté un verre d'eau sur quelqu'un, c'est le premier verre d'eau jeté sur quelqu'un en NFT, tu vois, c'est genre, tu peux faire un NFT de ça, tu éternues, j'ai fait un NFT la première tour, un NFT. Enfin, et on vend tout et n'importe quoi, enfin, une œuvre d'art, ça a plus de sens, mais après, il y a aussi des dérives là-dessus. C'est qu'il y a certaines œuvres qui se vendent mieux, c'est juste parce que c'est la mode. Je connais pas mal d'artistes qui se sont perdus, que j'ai connus, qui ont beaucoup évolué, et à partir du moment où ils se sont rendus compte, enfin je dis ça parce que c'est deux mecs que je connais plus ou moins, mais je vais pas dire de nom, mais que je connais de loin, qui se sont rendus compte que tiens, ils ont commencé à vendre mieux en faisant je sais pas, une boule en métal qui flotte sur une piscine avec un éclair dessus. Enfin, vraiment, c'est pas nul, mais c'est des artistes qui avaient quand même l'ambition de faire des films. Ok, oui. Qui avaient quand même beaucoup travaillé pour faire quelque chose. Et là, ils disent ça y est, je peux vivre de mon art. Et j'ai envie de le dire, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton art, ça? Parce que en fait, ils se sont retrouvés dans un créneau où ils se sont dit tiens, là je vends. Ah oui, d'accord. Donc c'est la facilité, quoi. La facilité, j'ai peur mais en fait, il y a aussi beaucoup de critiques sur la blockchain. Il y a des gens qui se disent que ça consomme énormément d'énergie. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui me disent que la vente physique aussi consomme beaucoup d'énergie d'une certaine manière, mais qui est un peu invisible. Et c'est impossible pour moi de comparer. J'ai aucune réponse. Par exemple, moi, j'ai envoyé plus de 1000 commandes l'an dernier. Donc, c'est des commandes qui sont parties par avion, par bateau, je sais pas quoi. Ok. C'est des trucs que j'ai dû imprimer, donc c'est aussi une grosse consommation d'énergie. Ouais. Mais est-ce que, comparé au NFT, est-ce que c'est moins, c'est plus? Aucune idée. C'est dur de comparer, ouais. Ouais. Et puis, il y a des gens qui disent qu'en tant qu'artiste, en fait, c'est pas à moi d'être responsable de ça. Si le système a des inconvénients, mon truc, c'est de créer de l'art et que je suis pas responsable de... par exemple, quand tu fais une vente aux enchères, il y a une banque qui a dû travailler, il y a des huissiers qui ont dû travailler. Tout ça, c'est aussi de la consommation d'énergie. Il y a des gens qui prennent des avions pour aller à des ventes aux enchères, alors que sur un NFT, ça se fait en ligne. Ouais. Tout est... Oui. J'ai aucune réponse. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est... Et en gros, au final, si j'y vais, je suis un connard, et si j'y vais pas, je suis un connard, en fait. Donc, j'attends d'avoir plus d'informations. Ouais, ok. Et surtout, j'essaie de pas m'éloigner de mon but final, qui est de faire des bons films, en fait. Ouais. Donc, si les NFT, ça me permet de le faire, ou ça me permet de ne pas m'éloigner de ça, pourquoi pas. Après, si je me rends compte que s'il y a un danger, si je risque d'être catégorisé, en fait, comme un artiste qui fait des œuvres cheloues, et tu vois, ça pourrait peut-être m'empêcher, peut-être d'avoir une crédibilité dans un milieu, dans le milieu où j'ai envie d'être, c'est-à-dire faire de l'art pour tout le monde, en fait. J'ai pas envie de faire de l'art pour juste une élite. Ok. Je vois. Après, c'est peut-être possible de faire les deux. Il y a des gens qui arrivent à faire de l'art pour des élites, pour des milliardaires et qui sont en même temps populaires. Je sais pas si c'est possible avec les NFT. Est-ce que c'est bien? Enfin, franchement, j'en sais rien. Okay. Du coup, j'essaie de pas y penser. Enfin, là, du coup, là, je t'ai résumé le truc. Ouais. Non, je t'ai résumé le truc, mais il faut que j'en parle une bonne fois pour toutes à tout le monde, parce qu'on me pose souvent la question. Donc là, c'est l'occasion de répondre. C'est l'occasion aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que des fois, j'ai juste 5 minutes dans un bar, quelqu'un me dit, alors NFT, tout ça, je leur dis, attends, il faut qu'on se pose si tu veux la réponse à cette question. Oui, parce que tu parlais du fait juste de t'éloigner un peu des commissions avec des clients. Ça, effectivement, ça peut aussi être un moyen de générer des revenus. Mais après, oui, il y a tout le système de valeur qui est mis en perspective aussi, et je comprends tout à fait le point de vue, quoi. Oui, mais c'est très difficile, en fait. Je critique pas vraiment parce que il y a quand même des fois où c'est justifié, en fait. Aujourd'hui, si une sculpture de Michelangelo, enfin un truc
ou Léonard de Vinci, en fait, c'est très valorisé, mais il y a quand même du travail derrière. T'as des cas où t'as quand même du travail qui est valorisé par la spéculation et des cas où ça l'est pas du tout. Donc, je critique le truc, mais en même temps en me disant, ce serait bien que ça marche. En fait, j'aimerais que ça marche. Et que après, maintenant, qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce qu'une belle heure? Bon, après, c'est une autre Ouais, histoire. ça c'est vrai que c'est aussi une autre question, ça, pour le coup. C'est propre à chacun, hein, tout ça. C'est Oui. assez vaste. Ok, mais cool. Franchement, trop bien. Trop intéressant, en tout cas, d'avoir ton point de vue sur le sujet. Ça remet un peu les choses en perspective, et pour ceux qui se posaient la question aussi. Ouais. Parce que, ouais, on a parlé de beaucoup de choses. Peut-être ça va être un peu long, mais c'est vrai que ce sujet-là, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir répondre à ça. Vraiment, parce que la question, elle me revient tout le temps, quoi. Ok. Vraiment tout le temps. Mm. Et du coup, ça me rapporte vraiment du stress pour rien. Ok, ouais, non, faut éviter, hein. Le stress, c'est jamais bon, le stress. Sauf pour les fins de deadline. Là, le stress, là, il génère des bonnes ondes. Super, bah écoute, trop bien. Une de mes dernières questions, bah, on en a déjà partiellement répondu, mais c'est tes projets à venir. Donc, il y aurait ce court-métrage dont tu parlais. Ouais, il y a ce court-métrage. Et après, il y a d'autres petites histoires qui serviraient pour des trucs plus longs, quoi. Donc pour un long métrage ou peut-être une BD ou une série, je sais pas encore. Enfin, je promets rien du tout. J'ai aussi des trucs pour lesquels je peux pas parler, en fait, des commissions plutôt, Ok, qui sont des trucs plutôt cool qui viennent. d'accord, cool. Je sais pas si ça se fait encore. J'attends encore la confirmation, quoi. Des trucs dans l'animation, des choses comme ça. Trop bien. Ok. On verra ça sur tes réseaux, en tout cas dans les prochains mois, quoi. Ouais. On mettra tout ça en description. Il y avait Pierre Motion qui demandait s'il y avait des... Bon, là, on a partiellement aussi répondu à la question, mais s'il y avait des collaborations qui seraient prévues, donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, en fait, c'est pas forcément prévu qu'il y ait une collaboration, mais il y a des artistes avec qui je parle depuis longtemps, en discussion. Ok. Et ça se fait souvent comme ça, c'est qu'on est des artistes qui s'admirent mutuellement, Ouais. mais on est tous autant occupés les uns que les autres. Pour parler du premier cas où ça s'est fait, il y avait Kessen Lips, en fait. C'est un type qui fait des petits dessins animés comiques sur Internet, ce qui est très connu. Et ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un truc ensemble, et enfin, non, on a mis des années, on a fini par le faire. Et là, il y a un autre truc, j'espère que ça se fera un jour. On sait toujours pas quand est-ce qu'on va le faire, mais il y a un artiste qui s'appelle Ian Hubert. C'est un artiste de 3D vraiment fou, quoi. C'est un type c'est un peu un type un peu comme moi qui touche à tout. Ok. Et mais il est très fort, il fait des effets spéciaux qui sont dignes de studios hollywoodiens, mais à lui tout seul, quoi. Ok, trop Donc bien. il fait des petites des courts-métrages de science-fiction, et donc il crée sa propre série. Et il est aux États-Unis, et je l'ai vu pour la première fois donc là à Vancouver, on était une coïncidence tous les deux en même temps au même événement. Ah, trop bien. Ouais, et on s'est dit il faut qu'on fasse un truc ensemble, et on s'est dit oui, on va en faire un truc ensemble. Et on est occupé, mais on va faire, je sais pas quand. En fait, il faudrait que j'aille chez lui un jour, il est à Seattle, mais je me dis je vais vraiment le faire parce que ça vaut le coup. Il fait tout depuis chez lui avec ses potes. Il monte son propre studio de VFX, donc. Ok, wow. Donc il a ses salles avec ses fonds verts. Enfin, je crois qu'il vit dans une forêt, enfin c'est vraiment un artiste isolé, qui est isolé, mais qui est vraiment très très connu sur Internet. D'accord. Si tu regardes, il a pas mal de courts-métrages sur YouTube. Il a même fait un court-métrage avec le studio Blender. Il avait été directeur, réalisateur sur un court-métrage de Blender. Et donc on a envie de faire un truc ensemble parce qu'en fait, ouais, comme tu vois, il est un gros fan de science-fiction comme moi. Mm-hmm. Et je crois qu'il a repéré dans mes dessins que je suis fan de science-fiction aussi, quoi. Et donc on s'est dit on va faire un truc ensemble, on sait pas quoi. On verra, ça peut être juste aussi une simple image, ça peut être un tout petit truc. Ouais, l'alliance des deux, ça doit donner quelque chose d'intéressant, en tout cas. Je pense, ouais. Ça peut bien se marier, c'est clair. Je pense aussi, ouais. Ok, donc peut-être une petite collaboration avec Ayan, pourquoi pas, ça marche. Est-ce que tu aurais en tête
une œuvre récente ou ancienne, peu importe, mais qui t'aurait inspiré ou fait réfléchir ou t'aurait donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Quelque chose qui t'aurait donné un peu un déclic? C'est compliqué. Non, j'ai vu pas mal de films d'étudiants en fait récemment. Ok. Il y avait une étudiante coréenne et puis une étudiante française, ou bien c'était plutôt un travail d'équipe dans ce cas-là. En fait, je vois des gens qui commencent à faire pas mal de 2D, un peu à l'ancienne, avec des aplats et des décors peints, tout ça. Ok. Et ça m'inspire beaucoup, quoi. C'est assez fou parce que en fait, c'est des trucs pas connus que je cherche souvent qui m'inspirent. D'accord. Tu as, déjà, il y a le court-métrage de Camille Broutin, mais j'ai peur de mal prononcer son nom. Son nom, c'est plus Camille Béhu. Maintenant, elle fait de la bande dessinée. Et donc, elle a fait une bande dessinée qui s'appelle Fille unique, qui est super bien dessinée. Et c'est un peu le style de dessin animé que j'aime bien, qui est un peu à l'ancienne, mais tu vois tu vois dans les traits, la propreté des traits, que ça a l'air assez moderne, que ça a l'air vectoriel et ancien en même temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est des lignes très, très nettes et très propres, comme j'aime bien les dessiner, avec beaucoup d'aplats de couleurs. Mais t'as pas mal de différentes variations de couleurs et de jeux de lumière et d'ombre comme ça. Et elle a bossé sur un court-métrage. Ouais, ça c'est une anime que je recommande beaucoup, ça s'appelle Colza, le court-métrage. Colza, ok. Qui est sur le site des Gobelins. Elle l'a fait avec d'autres élèves, je pense, mais je l'ai reconnu avec son style de dessin dedans, et c'est le genre d'animation qui m'inspire beaucoup en ce moment. C'est pas mal de films étudiants de ce genre-là. Ok. Ouais, tu regardes un peu chaque année ce qui sort. Ouais. Il y a une époque où je regardais beaucoup de courts-métrages, et puis j'ai un peu perdu cette habitude. Et là, depuis que je suis allé à Annecy, je crois qu'Annecy, c'est vraiment le truc qui m'a boosté. C'est un festival que je recommande vraiment à tout le monde. C'est un festival de courts-métrages? Ouais, court-métrage d'animation. En fait, le festival Annecy, c'est pas très loin vers la Suisse, hein, il me semble. Vers la Suisse, ouais, exactement, ouais. Mm-hmm. Et c'est fou. Ça fait longtemps qu'on m'a recommandé d'y aller. J'ai mis du temps, mais en fait, j'y suis allé cette année-là, et c'est une ville entière. C'est un mélange entre la Suisse et Venise. C'est-à-dire, t'es maison au bord de l'eau, t'as un grand lac, le cadre est incroyable, t'as des montagnes et un lac magnifique, et t'as des diffusions de courts-métrages animés partout, dans toute la ville. Ok, ah ouais, d'accord. Et quand tu y vas, dans le train, je suis parti depuis Paris, le premier jour du festival, dans le train, il y avait que des gens qui étaient en train de dessiner. Et t'avais des gens qui étaient en train de finir leur montage pour, je sais pas, leur conférence ou je sais pas quoi, ou leur portfolio, parce que tu sais qu'il y a tous les studios du monde qui vont là-bas. Bah oui, c'est clair. T'as le Japon, les États-Unis, tout le monde y est. Et t'es dans une ambiance créative, vraiment toute la ville, et en mode, on va regarder des courts-métrages. Et je crois que c'est ça, ouais, c'est le premier truc qui m'a motivé à me remettre là-dedans et à regarder des films d'étudiants. D'accord, ok, trop bien. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait le festival d'Annecy, mais j'en entends souvent du bien. Ouais, c'est vraiment un truc à faire, surtout si tu es dans l'illustration ou l'animation, faut vraiment le faire, c'est très motivant. Ok. Une question peut-être un peu plus légère. Ce serait quoi ta boisson apéritive favorite? Je vais essayer de pas dire pina colada, parce que j'en ai trop bu et c'est pas bon pour la santé. Mais parce que j'ai été à Nantes et j'avais goûté une très bonne pina colada. C'est très beauf de dire pina colada, tu vois, c'est vraiment le cocktail de base après le mojito. Ouais, carrément. Mais en fait, je crois que j'aime beaucoup trop les fruits, donc à partir du moment où t'as du coco et des trucs comme ça. Et si c'était pas la pina colada, ce serait du thé. En fait, je travaille avec du thé et tisane. D'accord, ok. Ouais. Donc plus fruité, quoi. Effectivement. Ouais. Fruité ou aux herbes. Fruité ou aux herbes, ouais. C'est bizarre, ouais. Soit la pina colada à l'apéro avec les potes, soit le thé chez moi. Ouais. Ça me tient éveillé, mais de manière plus calme que le café. C'est plus doux, ouais. Ouais, c'est plus doux. Et j'aime bien. J'aime bien bosser avec ça. Ok, très bien. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast en invité? C'est compliqué à dire parce que j'écoute beaucoup d'artistes anglophones en ce moment. Du coup, quelqu'un qu'on pourrait recommander sur un podcast comme ça. Il y a des gens qui ont bossé sur des films, en fait. Mais bon, c'est des gens, je sais pas où ils sont. Tu sais que par exemple, je me suis rendu compte, ça va être très difficile à choper, mais je me suis rendu compte très récemment que
Michel Gondry, il est sur Instagram et pose des mini vidéos. Ok. Genre certains réalisateurs américains aussi ou japonais qui sont sur des comptes, tu sais, avec des noms à la con, tu sais, genre un mec qui s'appelle Masaki Iwasa, en fait, il a juste mis une date, tu sais, comme un faux pseudonyme, tu vois. Ah, sur son d'accord. compte Instagram, t'as l'impression que c'est un truc amateur et il poste que des conneries dessus. Mais ce genre de personnes-là qui sont dans l'industrie et qui a un peu disparu de l'industrie, mais qui est en fait très actif sur les réseaux sociaux. Et c'est des gens que j'aimerais bien avoir dans des podcasts ou des gens qui ont réalisé des films. Ouais. Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la bande dessinée. Mais c'est vrai que de la BD, ça pourrait être aussi intéressant de voir leur vision du mouvement au final, parce que c'est quand même très important. Ouais, tu as Boulet, en fait. Il fait un peu des montages vidéo. C'est un dessinateur de BD qui est, je pense qu'il touche pas mal à l'animation aussi, parce que des fois, je le vois poster de l'anime. Ok. Il y a aussi des gens qui bossent sur les logiciels, mais là, c'est très technique. C'est des gens qui bossent sur Blender, quoi. Sur le logiciel Blender, t'as des Français, en fait, qui bossent sur le moteur de rendu principal. C'est fait par un mec qui est en France. Ok. Et c'est un moteur de rendu qui est assez révolutionnaire parce que c'est un truc qui fait des trucs en temps réel que tous les autres logiciels n'ont pas réussi à faire, quoi. D'accord, ah ouais. Clément Foucault, il s'appelle. Clément Foucault. C'est le lead développeur du moteur de rendu de Blender et ce serait assez intéressant. Je sais pas si en termes de graphisme, des choses comme ça, il aurait des sujets qui pourraient l'intéresser, mais en tout cas, pour quelqu'un qui travaille sur un logiciel aussi gros que ça, c'est quand même assez cool, quoi. Ah ouais, carrément. Trop bien. Bah écoute, ouais, je me note ça. C'est vrai qu'on avait reçu Toasty aussi, qui travaille beaucoup sur Blender dans un précédent épisode. C'était intéressant aussi on avait plus évoqué le parallèle entre l'ultra réaliste et puis les choses un peu plus créatives, on va dire, entre gros guillemets, quoi. Où tu laisses plus parler ton imagination plutôt que d'essayer de coller à la réalité. C'était intéressant. Ah ouais, je regardais ça, Toasty, je connaissais pas. Très bien, bah écoute, je me suis noté tout ça. Si j'arrive à revoir le compte Insta de Michel Gondry, ouais, ça peut être cool. Ouais. Michel Gondry. Bah, c'est assez drôle, enfin, se dire qu'il poste des petites vidéos, quoi. Enfin, des petites vidéos, c'est quand même du travail, mais tu veux dire, mais comparé à un mec qui est réputé pour faire des films. Mais ouais, c'est ça. Quand tu dis qu'il fait des reels sur Instagram, c'est assez drôle. C'est clair. Top, mais écoute, je te remercie beaucoup, Andri, pour tout, pour le partage de tout ce qu'on s'est dit là sur ton activité, sur ton parcours et tout ça. C'était trop intéressant. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Pas de souci. Et on met tous tes contacts dans la description pour ceux qui sont intéressés de voir ton travail. N'hésitez pas, hein, c'est trop cool. Et puis on a hâte de voir la suite du coup. On a trop hâte. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir de pouvoir parler de tout ça. Et puis on se donne rendez-vous fin septembre du coup à Strasbourg. Ce sera le 22. Comme ça, ceux qui veulent voir un peu plus en profondeur ce que tu fais ou voir un autre aspect de ta personnalité, de ton travail, n'hésitez pas, quoi. Ce sera à Strasbourg. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup encore et puis à très vite. On a hâte. Merci beaucoup. Bah, à très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!